Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10 films en vrac, votre petite dose, pas vraiment hebdomadaire, mais en tout cas de temps en temps, de discussion cinéma. Aujourd'hui, émission avec un invité, voilà, avec Guillaume Boucaud, fidèle acolyte, avec qui on a déjà fait pas mal d'émissions. Je suis pas youtubeur, mais j'ai la chance d'être invité régulièrement. Donc... Voilà, bah ouais, écoute, c'est toujours un plaisir de parler cinoche avec toi. Comment ça va ? Bah très bien, très bien. Ouais, s'est passé un truc cool récemment pour toi. Oui, j'étais la première personne à voir la critique masquée sans son masque. Non, c'est pas ça. C'est vrai, je confirme, parce que c'était derrière la caméra au moment où j'ai fait ma vidéo où je l'ai enlevé. Mais non, surtout, t'es allé voir un petit film à Lyon. Oui, bah, j'étais à une des seules diffusions en France de The Irishman sur grand écran. Ouais, bon. Tu as envie d'en dire un petit peu ou pas Non, je pense que de toute façon, il arrive bientôt, donc je préfère que les gens se fassent leur propre opinion. C'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent penser du film. Oh là là, il est fort. On voit la distance vis-à-vis de l'esprit critique, tu vois, cette volonté de ne pas faire... Parce que c'est vrai que ça aurait été moi, il y aurait déjà eu une vidéo de sortie, quoi. Je m'en doute. Évidemment. Bon, bah écoute, on va pas tergiverser plus longtemps. Est-ce qu'en tout cas, il y avait une bonne ambiance, Scorsese, il était cool, enfin... Ouais, très sympa. Ouais. Bah, et puis, il y avait plein de monde aussi autour, donc... Grosse soirée, grosse ambiance, et puis ça m'a permis de rencontrer plein de gens que je connaissais par Twitter uniquement. Donc, ah oui, c'est tous les cinéphiles lyonnais, les fameux. Les cinéphiles lyonnais, oui, tout à fait. Oui, j'imagine. Oui, c'est vrai qu'ils sont une bonne clique. Moi, je les avais aussi rencontrés quand j'étais à Lyon. J'avais fait une petite vidéo avec eux, on avait fait plusieurs débats un peu comme ça. C'était très cool, et c'est vrai qu'il y a une vraie communauté de cinéphiles lyonnais qui c'est une bonne ville de ciné, Lyon, pour le coup, avec l'Institut Lumière. Avec l'Institut Lumière, ouais. Mais même, ils ont vraiment des cinés qui ont des bonnes programmations. Et donc, je fais la bise à tous les Lyonnais, ceux qui regardent cette vidéo. Voilà. Bon, maintenant qu'on sait un peu... Moi, il s'est rien passé d'intéressant depuis le dernier enregistrement, parce que j'ai enregistré le dernier épisode hier. Mais il sera diffusé en différé. Ça se trouve, celui-ci sera diffusé à la sortie de The Irishman, on sait peut-être, pas. c'est vrai. C'est vrai que mon planning de sortie n'est pas aussi rigoureux que... Enfin, c'est à peu près comme les trains SNCF, quoi. Tu vois, il peut y avoir du retard, il n'y a pas de problème. Très aléatoire. Ouais, sauf que vous ne faites pas rembourser quand il y a une demi-heure de retard. Écoute, on va commencer tout de suite, et on a tiré le premier film au pif, donc les règles vont... On va faire un épisode avec les vraies règles, ce coup-ci, les règles que je fais habituellement. Et on va commencer avec un premier film qu'on a tiré au pif. On est tombé sur un petit film légèrement connu d'un réalisateur pas du tout important pour l'histoire du cinéma, un certain Alfred Hitchcock. Donc c'est Psychose, c'est pas de 1960, avec la mère de j'arrive pas à connaître, de Jamie Lee Curtis. C'est le seul truc que je pourrais te dire sur son nom, qu'il y a un lien avec Lee ou Curtis, mais je sais pas lequel. Je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice principale. J'ai un trou. Oh là là. Attends, on va direct aller chercher. Non, mais moi c'est un peu... C'est moi les noms, c'est connu. Donc, non, parce que je me souviens du nom du personnage, c'est Marion Crane. Ouais. Mais j'ai un trou sur... J'ai envie de dire Tippi Hedren, mais c'était les oiseaux. Tu vois, c'est Jason Leigh, voilà, c'est ça. Janet Leigh. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec... Si, ça, ouais, Jamie Lane Curtis, ça s'écrit comme ça, Jamie Curtis. Non. Bon, alors je dis de la merde, mais je crois que c'est quand même sa mère. Si, Janet Leigh et Tony Curtis. Ah, c'est ça, ouais, Janet Leigh et Tony Curtis. Ah, donc oui, donc c'est bizarre qu'elle ait ce Lee qui traîne, qu'elle a changé en 2E. Non, c'est un prénom, Lee. Tu sais que moi, d'accord. Elle a pris le nom de famille Curtis, mais elle a deux prénoms en fait. Jamie Lee. D'accord, ok. Et donc Tony Curtis, par contre, c'est celui qui jouait dans Certains L'aiment chaud. Ça, je pense pas me tromper. Oui, et puis la série télé Amicalement Vôtre. Ah, c'est lui, avec c'est Roger Moore. Ouais. D'accord, j'ai jamais regardé. Je suis navré. Donc ça, c'est pour que les gens aient des films connus, mais après ou des séries, mais il a fait plein d'autres trucs. Oui, j'imagine qu'il n'a pas fait que une série et un film. Bon, voilà, suite à cette espèce de dérivé de noms, d'embrouillés, de galère, de galère de noms. Mais bon, c'est un peu la marque des fabriques de cette émission. Écoute, on va parler un peu de Psychose. Toi, un truc que tu retiens de Psychose Attends, déjà, le pitch. Oula, attention, le pitch. Donc, maintenant, je vais revenir sur la page avec le nom des rôles, parce que je suis une quiche Lorraine là-dessus aussi. Hop. Comment on pitcherait Psychose ? Le Psychose, c'est quoi ? C'est Marlon Crane qui vole de l'argent à son patron. Voilà. Et qui se barre. C'est ça. Et après, on s'arrête. Et le film est constitué que de ça. Une nana qui prend de l'argent et qui s'en va sur la route. Voilà.
Et après, bah, je vous laisse découvrir le film si vous l'avez Voilà. pas vu. Hein, parce que c'est sûr que on fait partie des films qu'il ne faut pas trop spoiler. Hein. Bah, alors après, je sais, j'ai souvent entendu cette histoire, je sais pas si ça fait partie de la réalité ou pas, mais avant ce film-là, aux États-Unis, on payait un billet pour aller au ciné et on pouvait rentrer n'importe quand dans la séance. Et Hitchcock a demandé pour ce film à ce que les portes se ferment une fois que le film démarre. Ouais, d'accord. En mode, vous allez respecter vous- mon vous- film vous- un peu, quoi. Non, mais arriverez c'est pas en surtout retard, que le déroulement du film est tellement important que vous pouvez pas rentrer au milieu du film et comprendre ce qui se passe. Ouais, bien sûr. Il faut être au début et faire tout le trajet de l'héroïne et comprendre exactement où va le film en entier. Il n'y a pas moyen de rentrer en plein milieu et d'avoir entre guillemets un récap de ce qui s'est passé avant, comme le font beaucoup de films. Oui. Bah écoute, je savais pas du tout qu'il y avait eu ça. Qu'avant les gens pouvaient rentrer un peu n'importe quand. Enfin, j'imagine que oui, parce que même maintenant, tu peux quasiment le faire encore. De rentrer, je pense qu'ils te laissent rentrer au bout de encore 20 minutes ou quasiment toi, tu peux rentrer tard dans un film maintenant. Ouais. Mais d'accord, ah bah, écoute, c'est intéressant. Mais donc, toi, sur Psychose, si tu avais un axe pour l'aborder, quelque chose comme ça. Bah après, moi j'ai toujours eu un problème avec Hitchcock, c'est que je trouve son cinéma, personnellement, très froid, très calculé. Et du coup, j'ai toujours un peu du mal dans la façon qu'il a de raconter les histoires, même si c'est remarquablement bien fait. Et bah voilà, c'est... Moi, ce qui m'intéresse surtout, effectivement, c'est la première partie du film. Ouais, pour parler qui sans est plus spoiler. film noir. Et après, effectivement, à partir du tiers du film, je sais plus où je suis et c'est un type de cinéma qui m'intéresse peut-être un peu moins. Même s'il y a quelques beaux moments de tension, etc. Voilà. Le reste du film me laisse un peu froid, en fait. Ouais, je peux comprendre. Moi, c'est vrai que c'est... La première partie est vraiment... Enfin, quand tu rentres dedans, elle est forte, quoi. C'est quelque chose... parce que, mine de rien, ça a été galvaudé par la suite, mais c'est vraiment un film qui a changé les codes de pas mal d'aspects narratifs. Tu vois, notamment sur le twist, sur le principe du twist, sur le principe que je vais pas révéler, mais que... Bah voilà, que... Enfin... En effet, le premier tiers est pas pareil que le deuxième et le troisième tiers, donc c'est quelque chose d'assez surprenant. Moi, j'aime énormément Janet Leigh. Je trouve que Ah oui, très bien. elle Oui. est magnifique. Franchement, ça a été un vrai crush d'adolescence parce que j'ai découvert Psychose quand j'étais ado. Et ouais, après, c'est. T'as vu les suites de Psychose? Moi, j'en ai vu aucune. Alors, non, je voulais pas parler des suites, en fait. Je voulais te poser quand même la question. J'ai vu le remake. Voilà. Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Ouais. Donc, je sais pas si tu l'as vu. Je Est-ce que l'ai t'en penses? étudié en cours. Ah, Ouais, j'en parlais dans ma vidéo. Je sais plus quelle vidéo j'en parlais. Je pense que sur le Roi Lion, justement. Parce que le Roi Lion actuel a un peu la même démarche que ce remake-là de Gus Van Sant. Enfin, cette volonté. En fait, pas sur l'ensemble du film, mais Ouais, Gus ouais. Van Sant, il fait un truc intéressant sur la première séquence, par exemple. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de la première séquence de Psychose. C'est des plans de vue aériens de la ville de Phoenix. Et par des fondus enchaînés, on se rapproche en fait pour finir par rentrer dans un immeuble, dans un hôtel et finir sur un lit. Et Gus Van Sant, il s'est dit, bah en fait, Hitchcock il a fait des fondus enchaînés et Gus Van Sant il a fait ça en un seul plan séquence avec des raccords numériques invisibles et tout ce qui ça. n'était pas possible à faire à l'époque. Voilà. Et c'est là où j'ai fait un peu le parallèle avec le Roi Lion, où tu sens que il y a certains moments où il a voulu vraiment moderniser le film. Alors le Roi Lion, c'est pas vraiment une modernisation parce qu'au final c'est on va dire une adaptation réaliste d'un dessin animé un peu plus fantaisiste. Mais voilà, il y a ce rapport un peu pourquoi pourquoi j'ai refait le film à l'identique. Bah, là, surtout que là, bon, c'était la volonté de Van Sant, c'était du plan pour plan. Ouais, c'est à l'identique la même chose, sauf voilà ces petits changements de on va faire un plan séquence au lieu de faire des fondus enchaînés. Mais à part ça, c'est la même chose. C'est très étrange. Ouais, c'est une démarche. Bon, bah écoute, c'est une démarche quoi. Mais j'avoue que personne ne sait pourquoi il l'a fait encore. Mais bon, bah moi je l'ai étudié en cours, donc c'est quand même. Personne ne sait, il y a des gens qui ont fourni le budget, donc ils doivent savoir. Ouais, non mais c'est vrai que c'est étrange quoi. Je pense que ça marchait à une époque pré-internet, en fait, de faire ça. Tu vois, ce côté genre Ouais. on ressort le film à l'identique. Enfin, mais à l'heure actuelle, vu qu'on est accès tous à Psychose hyper facilement et que, enfin, il y a un côté, ça a pas de sens de faire ça quoi. Tu dis ça, on vient de refaire Le Roi Lion, on a des suites de Maleficent, on a des remakes en veux-tu en voilà, genre Aladdin.
Je sais que c'est pas le même médium. C'est pas la même mais... démarche. Hein. Non, mais c'est pas la même démarche. Je veux dire, c'est là, il y a vraiment. Là, c'est quand même vraiment du plan pour plan. Ah oui, bien sûr. Le Roi Lion, c'est du plan pour plan. C'est ça qui est intéressant sur certaines parties. Mais avec quand même cette espèce de changement d'art, quoi. Enfin, du 3D, enfin de la synthèse au lieu de l'animation en 2D, quoi. Mais c'est vrai que je sais pas trop pourquoi il a fait ça. En tout cas, moi, on m'a quand même fait étudier à la fac, justement. Donc c'était. Et le prof, justement, ne comprenait pas. La finalité, c'était qu'on essayait tous de comprendre et personne n'avait vraiment C'est quand même un des rares cas d'école où tu peux avoir la vision de 2 réalisateurs sur le même sujet, quoi. C'est exactement... même pas, en fait. Même pas, parce qu'il refait les mêmes plans. Donc t'as même pas sa vision. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire qu'au-delà du côté, je fais un plan séquence à la place d'Hitchcock qui pouvait pas le faire, mais le reste du film, je comprends pas, quoi. Parce qu'il fait tout pareil. Donc c'est très, très bizarre. Mais au-delà de ça, non, c'est un... Je pense que c'est un pilier dans l'histoire du cinéma, Psychose, pour beaucoup de choses. Et évidemment, moi je dis souvent que c'est un film qui a accusé le coup de tout ce qu'on lui a emprunté après. Et que quand tu le découvres à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Et accessoirement, effectivement, même si on a essayé de ne pas parler de la fin du film et de la deuxième moitié du film, il y a eu tellement de parodies et autres, sketchs des Simpsons, etc. Tout le monde a déjà vu ce qui se passe à la fin du film, donc c'est... On essaie de faire classe, mais tout le monde sait ce qui se passe, à mon avis. Halal Police d'État, si tu me regardes. Voilà. Je sais que tu as spoilé le film pour un ami à moi. J'étais présent. Et je peux te dire qu'il s'en est parmi. Il était dégoûté. Oui, voilà. Bon, on va lui donner une petite note. Hein, parce que de toute façon, Psychose, vous trouverez des tonnes de vidéos qui expliquent en long, large, travers en quoi c'est un grand film. Aussi bien de manière cinématographique que scénaristique, et ainsi de suite. Et le mieux, ça reste quand même de le découvrir aussi. Je pense que il n'y a pas beaucoup de vraies clés pour aborder ce film. Autre que de se dire regardons-le, quoi. C'est surtout un film où il faut se laisser porter. Si on n'y connaît rien, c'est l'idéal. On rentre dans le film, on se laisse porter par l'histoire et on voit ce qui se passe. Ouais, non mais c'est vrai, c'est ça. T'as raison. C'est quand même très très bien rodé en termes de mécanique dramaturgique, suspense et de tension. Et c'est un bon film de pervers aussi, hein, mine de rien. C'est peut-être celui avec Fenêtre sur courte qui est le plus où il assume le plus. Il doit y avoir quelques De Palma qui traînent quelque part. Non mais je parle de chez Hitchcock, tu vois, parce que chez Hitchcock il a quand même ce bon truc qu'il ose pas trop, qui distille par bribes dans ses films. Après Hitchcock, De Palma. Bon. Ah oui, voilà, oui, c'est clair. T'as l'impression que c'est l'un enfanté l'autre. Ok, on lui donne une petite note. Tu notes sur combien ? Sur 20. Sur 20 ? Ouais, sur 20, vas-y, note. Hein, faut pas que je sache ta note. C'est au même moment, on la révèle. Ah d'accord, c'est après ? Ouais, non, c'est maintenant, mais juste que comme ça, on fait des notes. Allez. C'est bon ? Ouais. Allez, 3, 2, 1. 15, moi. 16. Ah bah voilà, ça fait 15,5 de moyenne pour Psycho. Je suis pas un grand fan, mais faut reconnaître que c'est un film qui est énorme. Pareil. Alors, c'est pas un film que j'aime particulièrement, mais... Oui, j'irai pas le chercher naturellement. Faut que je me mette dans la logique, dans l'esprit de le voir, mais c'est toujours un plaisir quand même. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de le voir en cours dans une salle de ciné, et c'est vrai que ça marche quand même vraiment bien. Enfin, je veux dire, autant chez moi, j'avais jamais réussi à me plonger dedans, mais dans une salle, j'ai vraiment vécu une belle séance. Mais c'est pas du tout mon Hitchcock préféré. On va passer au numéro 2. Alors, numéro 2, là, on va tomber sur une décennie autre, parce qu'on est sur les films des années 30 pour cet épisode. Alors, toi, c'est un peu plus ton créneau que moi. Hein, parce que toi, t'es quand même, tu explores le cinéma de toute époque et de tout pays, on est d'accord, hein ? J'essaye. Voilà, donc on va tirer au pif un film qui se base sur la décennie. Le plus dur, ça va être 30. de cliquer 20 fois pour en trouver un qu'on a vu tous les deux. C'est ça. Et on est tombé évidemment sur le plus connu, je pense, de cette décennie quasiment. Oui. Ouais, parce qu'on a dû passer quelques films hein, quand même, parce que je vous avoue que j'en ai pas vu des masses des années 30. Et on est sur King Kong. King Kong. Oui. Alors, c'est ça le nom du réal ? C'est Marianne C. Cooper ? Non. Ouais. Ouais, ils sont deux. Hein. Ils sont deux, ouais. Moi j'ai lu le bouquin, enfin j'ai pas fini, mais j'ai lu le bouquin de Brice, là, Kong, qui raconte, qui romance la vie des réals qui... C'est Sochak et Cooper. Ouais, qui se retrouvent à avoir réalisé King Kong, et c'est hyper intéressant, c'est un vrai roman d'aventure assez dingue sur ces deux mecs. Mais donc voilà, King Kong, bon, l'histoire, je pense que tout le monde la connaît. C'est un réalisateur qui va tourner un film sur une île mystérieuse, Skull Island. Voilà. Et il embarque une équipe de tournage, une actrice, il se retrouve à se faire capturer par une tribu, et la tribu donne l'actrice en sacrifice ou en don tout à fait, à une créature qui se retrouve avec King Kong.
Et dans cette île, il y a des dinosaures. Et voilà. Enfin, et après, il se passe la même chose qu'à la fin de Jurassic Park 2. Grosso merdo. Voilà. Non. Je sais, je rigole. Non, quand même pas. Alors, King Kong, toi, tu l'abordes comment? C'est quoi les clés pour King Kong? Les clés de King Kong, c'est compliqué. En fait, moi, la clé pour moi de King Kong, c'est que j'ai vu les remakes, j'ai vu d'autres films de King Kong, etc. Mais il n'y en a jamais un qui a réussi à me procurer autant d'émotions que la petite marionnette en peluche animée à la perfection du film. Ouais, mais c'est vrai que c'est encore bluffant aujourd'hui. Hein. Ouais, et puis il y a ce côté physique, réel, bien foutu. Et le King Kong de Jackson est très bien, mais j'en ai marre des effets spéciaux numériques. J'aime voir quelque chose de tangible devant la caméra. Ouais, non, pour le coup, je suis pas réfractaire au numérique, mais c'est vrai que celui-là, il fonctionne encore. Et en effet, les combats de dinosaures, ça, t'y crois quoi. C'est vrai que t'y crois encore. Et c'est assez flippant hein, parce que ça a quand même quasi 100 ans hein, maintenant, on y approche. Ouais, ça a 90 ans et ça fonctionne encore parfaitement quoi. Et puis ça fonctionne aussi parce que l'écriture elle était impeccable. Hein. Ouais, c'est un film qui est chargé de. En fait, c'est un film que je trouve assez fascinant parce que il est fondamentalement ultra limpide en termes de narration. Je veux dire, l'histoire elle est hyper simple et abordable et elle est parfaite. Mais ce que ça développe en sous-texte sur un nombre de thématiques affolantes, sur la bestialité, sur l'homme et le rapport à la beauté et à la nature, le rapport au monstre, le rapport au... Et puis l'envie de faire du pognon du moindre Voilà. truc qu'on peut trouver. Exactement, le cynisme, c'est ça qui est fou, c'est que le film aborde une créature qui est supposée être c'est le titre du film, donc c'est presque le protagoniste, mais en fait c'est supposé être l'antagoniste. Ouais. Et le film s'inverse au fur et à mesure où le protagoniste que tu suis depuis le début, qui est le réalisateur, devient un antagoniste parce qu'il devient une espèce de quelqu'un de noir qui a envie de se faire du fric sur le dos d'une créature. Et la créature, ça crée de l'empathie pour elle. Et tu finis dévasté quand la fin arrive. Quoi. Ouais, c'est pour ça que le film marche. C'est pour moi l'émotion qui est générée par la maquette est incroyable. C'est-à-dire que quand on voit son regard, on a l'impression, après c'est peut-être alors je crois que pour les gros plans, c'est un comédien en costume. Hein. Je crois qu'il y a un mix des deux. Hein. Oui, il y a peut-être un mix des deux, mais bon, après, c'est un costume, c'est pas non plus. Ah oui, non, en plus, c'est vraiment. Sur le visage, c'est vraiment, juste pour les gros plans du visage et les regards, en fait. Mais effectivement, on sent quelque chose, quoi. On a envie d'interpréter ce qu'on voit à l'écran et. Pour moi, ça vient beaucoup plus naturellement et c'est ça qui est la force du film, quoi. C'est que émotionnellement, il est très très fort. Et en plus, moi, j'avais été un peu surpris de la. On va dire de la petite teneur érotique du film parce que mine de rien ça va un peu loin je trouve pour les années 30. J'avais pas ce souvenir là en fait quand je l'ai revu. Je me suis dit ah ouais ça va, la fille elle finit quand même vraiment dénudée, mouillée dans des vêtements blancs. C'est un côté ultra érotique et qui est assumé à fond quoi. Je sais plus si on était avant, on était pré-code ou pas, mais je crois qu'on est avant le codaïsme parce qu'à mon avis ça passerait pas là. J'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois que le codaïsme arrive avec le banni qui doit être de 29, un truc comme ça. Ah ouais, donc c'est après. Ouais. C'est vraiment juste après, mais c'est possible. J'avoue que j'ai étudié le codaïs en plus bêtement, mais les dates, c'est le genre de truc, ça me passe un peu au-dessus. Mais en tout cas, ouais, le film. Après, vu que le codaïs. Si j'ai fait des erreurs sur les dates. Vous nous direz dans les commentaires. Hein, évidemment, vous êtes aussi là pour ça. Mais non, par contre, le truc du codaïs, c'est que c'est souvent des choses de mœurs. Et en fait, tu pouvais aller loin dans l'érotisme ou l'évocation érotique tant que c'était pas lié à. Faire des choses immorales, tromper sa femme, des choses. C'était plus vraiment ça que ça essayait de tacler que avoir une fille, on va dire sexy ou dans une là en plus c'est justifié par l'histoire donc c'est ça. Vu qu'il jugeait beaucoup sur le scénario, le Codays, ça passait à mon avis plutôt bien. Mais non, franchement c'est bluffant. Moi je reviens sur un peu le bouquin de Debris qui est vraiment génial. Hein. Franchement lisez-le si vous avez l'occasion. C'est un énorme pavé mais il est génial. Et il explique que les réalisateurs ont voulu justement réussir à montrer le cœur noir du monde avec ce film et réussir à aller en fait les mecs c'était des cadreurs pendant la Première Guerre mondiale donc ils ont vu l'atrocité de l'humanité et du monde et ils ont voulu justement trouver un moyen par la fiction de réussir à incarner ça quoi. Et je trouve que le film il arrive très bien à montrer un peu tout ça quoi. Ouais mais ce film a encore une dose d'espoir.
Oui, ah non, en plus, Parce c'est que optimiste. pour moi, il y a un autre film que j'adore qu'ils ont fait juste avant, Mhm. qui est The Most Dangerous Game, je sais plus le titre en français, Je pourrais pas te dire. où en fait c'est les chasses du comte Zaroff. D'accord. Où en fait le but du film en fait c'est un navire qui finit échoué sur une île et il se trouve que le comte Zaroff qui habite sur cette île aime bien s'organiser des petites parties de chasse, mais il manque de challenge, Donc l'humain, quoi. donc il chasse l'humain. D'accord, oui, en effet. Ouais. Et là, effectivement, on remonte d'un cran. Il y a déjà tout type de bestioles un peu fantastiques, etc. C'est vraiment un pré-King Kong avant King Kong. Mais King Kong garde cet optimisme qu'on n'a pas dans les chasses du comte Zaroff, qui est d'une noirceur incroyable. Ah bah écoute, je n'avais jamais entendu parler de ce film Et j'ai pas été au bout d'un bio, donc c'est dans le livre. accessoirement, il a été réédité très récemment par Lobster en Blu-ray DVD. Et l'édition ne doit pas être trop chère, donc je vous conseille vraiment de regarder ce film-là. Ah, je vais me le C'est prendre. toujours du grand spectacle et c'est accessible à tout le monde. Franchement, ça passe tout seul. C'est vraiment une bonne recommandation. Bah, écoute, je vais me le reprendre. Je vais me le prendre parce que c'est vrai que là, tu m'as vraiment intrigué. Et ça va me permet de me replonger aussi dans le roman que je n'ai pas fini parce que c'est un énorme pavé de genre 1200 pages et je suis un lecteur un peu lent malheureusement pour moi. Au-delà de ça, faut parler un peu du mec qui a fait aussi les effets spéciaux parce qu'il y a le premier chapitre de ce fameux roman. C'est la première projection du Monde perdu de Conan Doyle, hein, je dis pas de C'est conneries. bien ça, ouais. Et en fait, ce qui est génial dans le roman, c'est qu'il t'explique que quand ça a été projeté à New York, pendant 15 jours avant qu'il révèle comment il avait fait le truc, les gens étaient persuadés que les dinosaures, que le mec avait vraiment trouvé une île avec des putains de dinosaures dessus, quoi. Tellement c'est bluffant, quoi. Bah ouais. Et après, quand ils ont vu ça, les mecs, ils se sont dit, bah attends, il nous faut ce mec pas pour faire nos films, donc ils sont allés le chercher. Je sais plus le nom, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et donc, bah, c'est aussi ça qui fait aussi la force du film, c'est d'avoir réussi à rendre crédible ce singe de 9 mètres de haut qui interagit avec des dinosaures et des humains, quoi. Et c'est magnifique. Donc, découvrez-le, évidemment, King Kong, n'hésitez pas. C'est pas un classique pour rien, c'est pas un film dont on parle encore aujourd'hui. C'est peut-être le plus grand film d'aventure de tous les temps. Enfin, en tout cas, c'est Il est très haut, en tout cas. Ouais, bah, comme dirait Rafik Djoumi à propos de Ready Player One, dans Ready Player One, il y a cette phrase: on ne peut pas passer au-dessus de King Kong. Et c'est pas anodin que Spielberg dise ça. C'est en effet, Spielberg, il a clairement été influencé par King Kong. Vous regardez Jurassic Park, c'est 30% de King Kong, je pense, dedans. Et donc, bah, c'est pas pour rien. C'est un film qui est vraiment séminal de tout le cinéma d'aventure et du blockbuster qu'on a actuel. Donc, c'est grandiose. Et je suis pas un grand fan du remake, moi, perso. Je trouve qu'il est trop. Il y a un côté. Lequel? Pardon, oui. Du remake de. je ne suis pas sur le même niveau que monsieur. Le remake de Peter Jackson, qui est D'accord. pour moi que je trouve un peu. Parce qu'entre les deux, il y avait le suite John de Guillermin avec 60, Jessica Lange. ouais, oui, exactement. De 77, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Mais, Ou 76-77, ouais. Ouais. Que je n'ai Mais jamais bien vu. sûr, pour tous les cinéphiles déviants, Oui, le film qu'il fils faut de avoir King eu. Kong, Non, Ah, le non. film qu'il faut avoir vu. Mon ami Joe, Non dis-moi. Le Colosse de Hong Kong, Mighty Peking Man. Ah ouais, non, mais alors là, si vous rentrez dans le cinéma bis quasi nanardeux des asiatiques. Ouais, mais il a les mêmes qualités on a les mêmes qualités d'empathie vers Le colosse de Hong Kong. le bonhomme en costume, puisque là c'est un bonhomme en costume. Et franchement, j'adore ce film. Bon, bah, peut-être que tu pourras nous faire un jour une vidéo sur la King Kong Exploitation à travers le monde, ça pourrait être intéressant. Écoute, on va lui donner une note. Toi, rapidement, le remake de Peter Jackson, à part le numérique, c'est ton gros souci avec le remake, c'est le numérique? Bah, le numérique ne me fournit pas autant d'émotions. D'accord. Après, il est un peu long, il y a des passages qu'on aurait Ouais, pu moi je trouve sauter que ça parce dégueule, que, ouais, c'est trop de générosité, tu l'as. Mais après, c'est super bien fait, hein, mais voilà, j'aime l'efficacité du King Kong original. Ouais, parce qu'en qui plus, est- c'est ça, en 1h20, c'est plié et t'as eu tout et c'est génial, quoi. Donnons-lui une super note. Enfin, une note, tu choisis, mais vas-y. Alors, moi, je vais lui donner une note. Écoute, il en faut de temps en temps. C'est bon?
Ouais, Il pareil. donne 20. Pareil. Bah oui. Bah ouais, il y a un moment, tu peux Y a pas. pas le choix. Hein. Ouais, donc 20 sur 20, King Kong. Bah même, oui, non. même la musique de Max Steiner est fantastique. Hein, Ah, donc, voilà. En plus, si monsieur est capable de parler musique, il va pallier un gros problème de cette émission. Écoute, voilà. Bon, bah, ça fait 2 films sur 20 depuis 3 émissions, là, parce que j'ai donné 20 à 2 hommes en colère aussi. Ah bah oui, mais ça, c'est normal. Bah, alors, non, mais il y a des fois, tu sais, faut pas tergiverser. Hein, essayer de trouver un défaut à un film qui n'en a pas, bah voilà, il n'y en a pas. On va passer au numéro 3. Et le numéro 3, c'est. Bah écoute, c'est toi qui choisis le numéro 3. Donc, Guillaume a choisi une sortie UHD récente. Voilà, donc, tout à remasterisée 4K. Remasterisé 4K, ressorti en salle cet été. Ah ouais, il est ressorti en salle cet été. Ouais, Il ouais, est ouais. pas, il est pas ressorti là où j'étais. C'est, vas-y, Les aventures de Rabbi Jacob. Les aventures de Rabbi Jacob avec Louis de Funès, réalisé par Gérard Houry. Pitch-moi rapidement les aventures de Rabbi Jacob. Alors, les aventures de Rabbi Jacob. Il se passe tellement de choses, c'est super compliqué. Bah, je pense que le pitch de base, c'est un industriel doit se faire passer pour un rabbin pour échapper à des gens qui lui en veulent, quoi. Ouais, en fait, moi je l'aurais pris dans l'autre sens. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, alors je sais plus quel pays, mais il y a quelqu'un qui peut devenir éventuellement président d'un pays africain qui est poursuivi pour être descendu par des contestataires sur le sol français. Et du coup, bah, après, au milieu de tout ça, se retrouve un industriel, Victor Pivert, hein, et il essaie de s'en sortir au milieu de tout ça et est obligé de se déguiser en rabbin. Alors, évidemment, je pense que ça fait partie des 10 comédies les plus cultes du cinéma français. Oh oui, bah de toute façon avec les autres films de Gérard Rouy, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que... La Grande Vadrouille, le Ouais, le mais je pense Cornio. que... Ouais, voilà, c'est le top 3 de ce qu'il a fait, Houry. Bah, après il y a l'As des As, il y a... C'est Houry, là, la bah Zaz ouais. Ouais, Je préfère la Zézas, moi je préfère. Bah, voilà. pour le coup, c'est plus ça que j'aime dans son cinoche à lui. Oui, mais il y a aussi le Spoons, hein, n'oublions pas. ouais. Mais enfin, il en a fait d'autres avant de parler des pires. Mais c'est le côté un peu mesquin des Fantôme avec chauffeur. Fantôme avec chauffeur. Waouh, horrible. Ouais, c'est vrai que c'était moche. Ça. Bref, mais pour revenir à donc Rabbi Jacob, toi, qu'est-ce que Rabbi Jacob a de plus que tous les autres films de Gérard Houry ou même des comédies françaises, quoi? Qu'est-ce que... Bah, ce qui est fascinant en fait, c'est un peu avec Gérard Houry, il y a une précision d'écriture qui va jusqu'à utiliser et mettre en scène, préparer des moments spécifiques juste pour obtenir un rire, mais il va mettre en place des choses bien avant pour obtenir à ce moment-là un truc de précis. Il y a un petit exemple, vas-y. il y a un exemple pour moi qui me fait toujours rire, c'est à la fin du film, quand on arrive, ils sont sur le... c'est aux Invalides, à l'intérieur des Invalides où doit se faire le mariage. Et il y a tous les décorateurs qui mettent en place donc toutes les fleurs, etc. Et je sais plus exactement comment ça se passe quand il y a l'hélicoptère de l'armée qui vient se poser en plein milieu. Il y a quelqu'un qui gueule garde à vous, et là il y avait 2 gardes avec une hallebarde qui était devant l'entrée. Ah oui, il y a quelqu'un qui passe avec les fleurs, et là ça coupe les fleurs d'un coup. En fait, on voyait les fleurs se mettre en place 3 minutes avant, et il faut qu'il y ait d'autres éléments qui arrivent pour que ça déclenche le rire. Mais c'est juste une séquence qui va durer. Le plan va durer même pas 2 secondes. Mais c'est. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces. Moi, je revois. Enfin, pour le coup, je vais faire une comparaison qui est pas peut-être. Mais c'est vrai que j'ai revu par exemple des films de Claude Zidi, et il y a aussi cette volonté. Enfin, il y a vraiment un truc où tu te dis, mais comment ils ont préparé leur gag par moment, parce que c'est un amoncellement de petits détails qui finissent par payer à la fin. Ah ouais. Et ça revient beaucoup aussi dans les films de Houry. Enfin, ce truc où tu te dis, mais si tu déconstruis le gag, mais il fallait que le mec il pense à mettre ça là, Ouais, pour qu'à la fin il y ait le gag. Mais c'est un jeu de dominos. Les mecs, ils ont placé tous les dominos et puis tout à coup. voilà, mais au milieu d'une intrigue, Ah ouais. des personnages, de l'émotion et tout ça. Et tu te dis, mais c'est dingue. Et ça, c'est quelque chose qu'on a de moins en moins, je trouve, dans les comédies, où maintenant c'est beaucoup plus genre une séquence qu'un petit sketch. Enfin, tu vois, il y a... Oui, bah c'est-à-dire qu'en fait maintenant, comme ils ont pas le temps et qu'ils veulent économiser, bah ils font tout sur une scène. C'est-à-dire qu'après, comme un peu à la manière d'Eric et Ramsey, les mecs vont passer 20 minutes à utiliser tous les éléments du décor, à faire des conneries avec, mais ça n'a pas été anticipé.
c'est vraiment de l'impro. Et alors que là, on sent une écriture qui est tellement fine, c'est incroyable. Ouais, ça paraît beaucoup plus organique que ce qu'on fait actuellement. Il y a peut-être un côté vieux con de dire ça, mais bon, c'est sûr qu'on peut remettre en question la comédie française et la manière dont ça a été fait, quoi. Surtout quand on voit Rabbi Jacob, bon, faut pas le voir avec les yeux qu'on a maintenant. Hein. Oui, sur le côté un peu... c'est quoi le terme oppressif de l'humour ouais, voir. Il y a des gens qui vont, s'ils revoient le film, ils vont péter un câble parce que Louis de Funès se retrouve à l'arrière d'une voiture avec le pot d'échappement qui explose et il se retrouve entièrement noir avec un mariage noir à côté. Oui. Ah, une blackface, ça passe pas. Non, ça passe pas. Un bon petit blackface. Ouais, ça ne passe pas. Mais le moment, justement, c'est un peu à la OSS, c'est-à-dire que c'est pas malsain. C'est juste pour se foutre de la gueule de Louis de Funès. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est toujours en effet, c'est la méthode OSS, c'est que tu fais du racisme, mais le plus con dans l'histoire, c'est le raciste. Enfin, voilà, c'est ça. C'est ça le principe de... Enfin, je pense, après, vous pourrez en débattre, mais que l'humour oppressif fonctionne quand ce sont les gens malfaisants, ou en tout cas qui ont cette volonté d'oppression, qui sont mis à mal par l'humour et dont on se fout de la gueule. Ouais. Je veux dire, tu peux te foutre de la gueule d'un raciste, c'est tant que tu prends le parti que c'est justement... Après, on peut faire ce qu'on veut dans l'idée. Je veux dire, si tu as envie de faire un film purement raciste, tu le fais, mais tu assumes les conséquences. Et après, tu verras, si on tombe dessus, tu t'étonnes pas de Chevron, voilà. T'étonnes pas non plus. Mais je dis de Chevron parce que c'est vrai que lui, il y a des moments où dans sa filmo, il a quand même fait des petits écarts où tu te dis, oui, là, c'est peut-être pas la bonne communauté. Enfin, tu vois, voilà, il y a un côté où... Pour faire un parallèle, par exemple, pour aller au bout de ma démarche, dans OSS 117, quand il fait des blagues misogynes ou racistes, c'est lui qui passe pour un con. Voilà. Alors que dans, par exemple, À bras ouverts, quand les Roumains passent pour des voleurs et des bouffeurs des bouffeurs de hérisson, là, je crois, ou de taupes. Oui, de hérisson. Ouais, voilà, là, c'est eux qui passent pour des voleurs et des bouffeurs de taupes. Enfin, il y a personne pour les rattraper en disant non, mais en fait, t'as plus con qu'eux, ou tu observes ça par un regard qui permet de te dire que, en fait. Non, on se fout de leur gueule ouvertement. Après, pourquoi pas, hein, je veux dire, moi je suis pas pour totalement brider non plus le droit de rire, mais... Ça a l'air de plaire en tout cas. Voilà, c'est ça, c'est que ça cartonne, ouais. Voilà. Non, mais voilà, donc c'est vrai que, en effet, après, je pense que c'est là où De Funès est le plus on fire, quoi, là, vraiment, dans celui-là. Ah ouais, de toute façon, surtout le début du film, en fait, qui est absolument incroyable avec l'usine de chewing-gum. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que ça, quand t'es enfant, ça te marque, moi, ça m'a marqué à vie, quoi. C'est vrai que quand il est dans cette mélasse verte, là, il y a un côté de Joker qui me fait bien marrer. Il y a une scène dans ce moment-là qui est exceptionnelle. Il y a Louis de Funès qui est en train d'écouter la conversation et il y a un des truands qui est... non, je crois que c'est le type qui s'est fait kidnapper, qui dit la révolution, c'est comme le vélo. Quand elle s'arrête, on tombe. Et là, il y a Louis de Funès qui dit Eddie Merckx. Et puis là, il y a un des mecs avec son arme qui dit non, Che Guevara. Alors que l'autre n'a pas vu Louis de Funès, il lui répond quand même. Après, il se retourne en se demandant ce qui se passe. Je n'ai aucun souvenir de cette séquence, mais là, tu m'as donné faut la revoir, elle est exceptionnelle. Et la restauration est belle ? Alors, la restauration, moi qui l'ai vu en salle et en UHD. Ouais. Alors, l'UHD n'est pas HDR, donc il n'a pas des contrastes avancés, une plage dynamique, mais la copie est absolument splendide. Alors par contre, effectivement, on commence toujours de façon un peu dure le film, puisque c'est du stock shot de New York, avec des incrustes de titres. Donc il y a du grain à gogo qui s'estompe une fois que l'histoire commence vraiment. Le début est vraiment très, très grainé, mais après la copie est vraiment sensationnelle et ça fait vraiment plaisir de revoir un film comme ça dans de très bonnes conditions. Et ben on lui donne une note. Vas-y donc. Moi je lui donne 16 sur 20. Moi je lui donne 18. Et ben ça fait une belle moyenne de 17 pour Rabbi Jacob. Ouais. Ça va. C'est pas à plaindre. Il est pas à plaindre, Rabbi. Et ben écoute, on va passer au prochain film au hasard, numéro 4. Aïe. Ah bah tiens, on va pouvoir... Non, c'est intéressant d'enchaîner par ça. Mine de rien, c'est plutôt intéressant parce que là on va pouvoir... C'est ton surton, oui. Ouais, c'est ton surton, exactement. Donc on est tombé, écoutez, sur Camping de Fabien Antoniente avec Franck Dubosc dans le rôle
légendaire de Patrick Chirac. Et Gérard Darmon, hein. Non pas du tout, l'autre là, Gérard Lanvin. Lanvin, oui. Ouais, Gérard Lanvin, qui joue le rôle d'un chirurgien esthétique qui tombe en panne et dont la voiture doit mettre du temps à être réparée, qui va se retrouver à passer ses vacances au camping et il va pas aimer parce qu'il est chez les ploucs et que lui c'est un mec de la haute qui a plein de thunes et finalement il va quand même trouver ça cool les ploucs. Et sa fille va tomber amoureuse d'un plouc. Et bref, voilà. Enfin, vous voyez déjà d'où. Enfin, voilà, l'histoire, elle s'écrit toute seule quasiment. On joue sur ce contraste. Comment t'abordes un film comme Camping, toi? Donc, on parlait de comédie avant. Donc, Je préfère pas l'aborder, en fait. Non, le jeu, c'est de l'aborder, monsieur. Le jeu, c'est de l'aborder, justement. Alors, et le cinéma d'Antoniette, tu peux un peu nous expliquer comment tu le perçois, quoi. Ouais, non, mais non. Si. C'est le jeu, ma petite Lucette. Ouais, non, mais c'est. Ouais, voilà. Non, c'est. Pour moi, c'est vraiment le cinéma problématique et caricatural du cinéma français par essence, quoi. Ouais. Ouais. Ça te fait pas rire une seconde, Camping? Ah non. Non, mais vraiment pas du tout, quoi. Rien. Ah non, accessoirement, bon, j'ai jamais fait de camping. Ouais. Je connais pas du tout cette atmosphère-là, effectivement. Et après, bon, le trait est tellement grossier. Il n'y a rien de subtil dedans. Le mec, il essaie de rajouter, d'injecter un peu de bons sentiments juste pour dire bon, bah voilà, on fait pas que se foutre de la gueule des gens. Mais le film est déjà parti tellement loin que c'est impossible à rattraper, quoi. Ouais, pour toi, c'est vraiment zéro adhésion, quoi. Ah ouais, non. Et sur l'ensemble de la trilogie, Camping. J'ai vu les trois, ouais. En fait, je me lance un défi personnel chaque année. J'ai pas envie de critiquer sans avoir vu, donc je me fixe toujours pour objectif de voir tous les films qui ont fait plus d'1 million d'entrées en France. Ah, c'est pas bête comme manière de... Enfin, ça me permet au moins de comprendre que j'adhère ou pas. Ça me permet d'avoir vu et de me dire bon bah voilà, le public français aime ça ou on le force à voir ça. Chacun verra sa façon de voir les choses, mais c'est une bonne règle, ça. Non, c'est vrai que moins comme ça, tu t'es apte à vraiment comprendre ce qui marche. Enfin, le cinéma français. Ouais, voilà, français, essayer au moins de comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens. Je sais pas, je vais balancer un peu une généralité, mais qui critiquent le cinéma français sans jamais. Sans jamais le voir, oui. Enfin, sans jamais voir les films, en fait. Juste, ça a l'air nul, donc on en parle, donc on dit que c'est de la merde. Et on va voir les 4-5 films qui vraiment ont l'air bien, mais c'est vrai que parce qu'au final, des films qui font 1 million en France, il doit y en avoir quoi, 25 par an, un truc comme ça. Plus, il y en a quasiment un par semaine. Je crois que les dernières français, années... français. Parce que les films qui font plus d'1 million, il doit y en avoir à peu près une quarantaine par an. Ouais, c'est ça, donc il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine français dans le tas. Oh ouais, une bonne vingtaine, ouais. Ouais, d'accord. Et donc, tu as vu les 3 campings. Et aujourd'hui, tu l'as vu celui de cette année, All Inclusive? Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas. Ça, c'est bon. Pas encore, mais je le verrai. Parce moi que aussi, attends. juste pour. Je suis toujours curieux et je vais pas dire qu'un réalisateur est nul de façon absolue. De toute façon, il y a tellement de monde sur un tournage, il y a toujours quelqu'un qui essaie de faire au moins un plan correct ou il y a toujours quelque chose qui peut se passer dans un film. Après, bon, effectivement, il y a des films quand il se passe rien, ils sont un peu plus longs que d'autres, quoi. Mais moi, pour le coup, Camping, je suis plutôt client. J'avoue que j'aime pas trop Enfin, en fait, ça fait partie de ces films où si d'un coup tu décides de taper un délire avec des potes sur certaines phrases, certaines répliques, certains trucs, tu peux y trouver... Moi, j'arrive à y trouver une forme de sympathie qui, au fur et à mesure du temps, fait partie de moi, en fait. Tu vois, par exemple, moi... les répliques de Franck Dubos, certaines répliques genre Tante Maréchal de place adulte, 4 places enfants, ou 4 places adultes de place enfant, je sais plus comment il dit. Ça fait partie de ces trucs que j'ai dit pendant tout mon lycée, tu vois, certaines répliques. Donc, même si c'est pas hilarant, genre les situations sont pas très bien gérées, enfin tu vois, il y a jamais une situation vraiment où tu te dis ah putain ça c'est vraiment une bonne idée, comme dans Rabbi Jacob où il y a plein justement de situations qui sont bien amenées. Là il y a rien de bien amené, ça joue sur le personnage de Franck Dubosc qui a une gouaille particulière, qui a des répliques qui peuvent te faire marrer, voilà, tout son délire sur le Benko, le délire de Claude Brasseur sur la couillette. Moi, tu as une image de Franck Dubosc qui court derrière sa crevette gonflable en disant ma crevette quand il y a la tempête. Ça me suffit par moment avoir des bribes qui arrivent à me faire marrer.
mais ça fait pas un film. Je suis d'accord, ça fait pas un bon film pour autant. Mais j'avoue que j'ai une espèce d'affection pour le 1 et un vrai délire malsain pour le 3. Moi, le 3, c'est un camping qui me fait très marrer parce c'est vraiment le mec, il est en roue libre totale là. C'est Bah n'importe oui, mais quoi. le problème, c'est que voilà, Et c'est ni fait ni à faire, mais quand t'abordes le truc en te disant, j'ai rarement vu un mec avoir aussi peu de bride et se dire, vas-y, j'y vais à fond, vas-y. Je sais même pas si c'est drôle ou pas, mais j'y vais. Et bah, tu tombes sur un truc qui est atroce, mais drôle, mais voilà. Mais moi, j'ai un rapport particulier avec les comédies françaises de post-année 2000. Qui sont donc, Mais après, qu'on soit clair, camping, c'est pas mon truc. Par contre, qui est construit quasiment de la même façon, avec des personnages qui sont, on va dire, presque un peu semblables ou autres. J'adore la trilogie des Tuches. Oui, bah, c'est un peu. On peut voir des similitudes entre les deux, mais ouais. camping, pour moi, ça ne passe pas. Les Tuches, je trouve ça brillant. Je suis d'accord que on est dans la même veine, on va dire que c'est du comique de situation avec des personnages qui ont des gimmicks qui font revenir, qui sont très caricaturaux, ils jouent sur ces caricatures pour réussir à déclencher des rires, quoi. Et c'est vrai que t'as des caricatures qui te parlent plus ou moins, qui te font plus marrer que d'autres. C'est sûr. Non, mais voilà, c'est un film qui a pas mal marqué son époque, les campings, mine de rien. Et après, bon, moi, il y a peut-être aussi un truc, c'est que c'est un film que j'ai découvert sur le tard. J'ai découvert 10 ans après la sortie, quoi. Ah non, moi je m'étais fait un délire. Moi j'étais arrivé au cinéma, on était genre 15 potes, on s'était tous habillés en campeur. C'est peut-être ça aussi qui fait le. On avait joué le jeu, quoi. On s'est dit, voilà. Mais après, il y a un côté hyper hautain où, dans l'idée, on était du parti de se foutre de la gueule des ploucs. Enfin, tu vois. Donc fatalement, non mais je veux dire, c'est-à-dire qu'on était en mode petit con qui vont voir un film pour se foutre de la gueule des ploucs. Et donc, bah, ça nous. C'est ça la différence pour moi entre camping et les Tuches, par exemple, c'est que les Tuches, le réalisateur fait tout pour qu'on aime les personnages. Camping, le mec fait tout pour qu'on se foute de la gueule de tout le monde. Ah oui, c'est le même. Pour moi, c'est ça la différence majeure entre les deux séries. Et en effet, c'est pas parce qu'il te met une morale à la fin en disant le méchant mec qui s'est foutu de la gueule de tout le monde, en fait, il les aime bien à la fin, que ça sauve le film dans son côté un peu en dessous de la gueule du monde. Mais bon, moi, j'avoue que quand tu rentres dans cette optique-là, il y a quand même des choses à creuser qui peuvent te faire rire, des fulgurances, des bonnes répliques. Et j'aime bien Franck Dubosc. Je trouve que c'est un mec qui quand il crée certains personnages, il arrive à être vraiment bon. Moi, c'est un mec, j'aime bien ses spectacles, pas tous, mais j'ai bien aimé certains de ses spectacles. Il arrive vraiment à me plonger dans une époque, à me plonger dans des personnages. Et c'est pas le plus mauvais acteur comique qu'on ait, je trouve, actuellement. Et son dernier film était bon en termes de réal, qui est sorti cette année, je crois. Non, l'année dernière, Tout le monde debout. Tout le monde debout, qui était pas mal. Il était génial. Voilà, donc, une très bonne comédie romantique comme on n'en fait plus. Exactement. On va le noter. Allez, c'est parti. Allez, attention. Suspense, roulement de tambour. 11. 5. Ah bah oui, forcément, ça fait 16, 8 de moyenne pour camping, 8 de moyenne, bah écoute, c'est pas mal, et il s'en tire pas trop mal camping, franchement, grâce à mon 11. Il a droit au repêche. Il a le droit, ouais, c'est ça, ouais, il peut passer l'oral, exactement. Il peut passer l'oral. Numéro 5, on est sur un film où on sait déjà de quoi on va parler, parce qu'on explore la filmo de Monsieur Quentin Tarantino, et on est donc, je suis arrivé à Death Proof. C'est un film qui est problématique. C'est intéressant parce que je crois que tu n'es pas un grand fan. Non, pas du tout. Et moi non plus. Donc malheureusement, on va pas réussir à forcément faire plaisir aux gens qui considèrent que c'est un excellent film. Mais écoute, on va quand même en parler, on va donner notre avis, on va essayer d'aborder ce film. Death Proof rapidos, pour résumer le film, c'est l'histoire... Alors on va l'aborder du côté du personnage le plus présent, qui est Kurt Russell. C'est l'histoire d'un cascadeur, d'un ex-cascadeur, qui, parce qu'il n'arrive pas à draguer les filles dans un bar, décide de les exploser en bagnole. Ouais. Voilà. Et donc on a assisté à une première séquence. On va parler de la version intégrale. On va dire que c'est Crash de Cronenberg version tout public. Voilà. Mais voilà, on va pas. C'est vraiment divisé en deux parties. T'as une première séquence où on suit une fille qui va dans un bar et qui finit par se faire plus ou moins se cracher. Et après on va suivre la vengeance des filles qui vont se révolter contre ce mec-là. Je résume hyper mal le film, mais bon, c'est pas un film qui est basé sur une trame bien sûr très efficace. On est d'accord. On parle de la version cinéma longue et pas la version Grindhouse avec Planet Terror. Si je m'abuse, la version Grindhouse, il n'y avait pas la première partie. Enfin,
c'est très raccourci. C'est ouais. très raccourci, hein. Ouais. Alors que la version cinéma, c'est quasiment 40 minutes. Bah, de toute façon, le principe de Grindhouse, c'est qu'il faisait sauter une péloche en général. Oui, c'est ça. Donc il s'amusait à d'un coup, oui. Et en pleine terreur, ça arrivait au moment où tu pensais que la fille allait se mettre toute nue. Évidemment. Merci Rodriguez. En plus, c'était sa femme. Bon, on dira rien. Bref. Comment t'abordes ce film? Qu'est-ce qui est On a dit qu'on l'aimait pas trop. C'est quoi le point noir pour toi du film? Les dialogues. Ah, Le film ne fait que parler. Ouais. Alors, c'est très fidèle au style Grindhouse, Fauché, parce que de toute façon, ces films-là, ils étaient faits à l'arrache en 2 semaines, où les mecs, ils faisaient un tunnel de dialogue, ils faisaient durer les scènes pour mettre tout le budget sur une séquence d'action, histoire de vendre le film derrière et d'avoir une bande-annonce. Mais là, c'est tellement long, les dialogues. ouais, c'est là où Tarantino. Bah, il se fait plaisir, quoi. Hein. Ouais, mais ça marche plus, quoi. Enfin, là, pour le coup, là, je crois que je veux pas dire des conneries. Hein, je crois qu'il a déclaré que c'était la seule tâche dans sa filmo. Lui, il considère que c'est son moins bon film et Ouais. il regrette quasiment que ce film soit dans sa filmo. Bah, justement, j'ai vu sur IMDb tout à l'heure, il dit qu'il l'apprécie toujours, mais effectivement, il y a des problèmes. Il dit pas qu'il l'apprécie plus, mais il dit qu'il y a des problèmes dessus. Moi, j'avais lu une déclaration, il disait il a une filmo parfaite, sauf Death Proof. Donc c'est quand même bon. Après, hein, les réals sont pas nécessairement les mieux ou les plus aptes à juger de leur propre film, mais tu sens qu'il est quand même en dessous du reste, quoi. Enfin, moi, je suis désolé, quand tu vois les films de Tarantino, tu vois clairement que là, celui-là, pour moi, il est vraiment en dessous du reste. En effet, ces séquences de dialogue, elles sont d'une vanité absolue. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas cette magie de réussir à manipuler des éléments pop culture et de te faire vraiment comprendre quelque chose que tu n'avais pas compris avant sur des trucs hyper galvaudés. Enfin, tu vois, je veux dire, la première phrase de Reservoir Dogs est plus intéressante que tous les dialogues du film de Death Proof, quoi. Enfin, c'est ça qui est triste. C'est que là, il n'a pas réussi à trouver le mojo. Et au-delà de ça, la partie qui est supposée compenser ça, qui sont donc les poursuites en voiture, moi perso, ça ne me fait rien. Je ne les aime pas du tout, quoi. Bah, le problème, après, bon, moi qui adore les poursuites en bagnole, il y a 2 façons de voir ça. Il y a toujours le côté cinéphile, Ouais. parce que le final, on peut pas faire plus iconique en termes d'histoire du cinéma. C'est-à-dire C'est la bagnole des méchants dans Bullet contre la bagnole de Vanishing Point. Donc toute la liberté et l'esprit d'aventure des 70s contre la plus grosse crapule en bagnole de l'histoire du cinéma. Voilà. Donc ça, rien que sur l'idée, c'est bien. Mais qui va s'en apercevoir quand il regarde le film? Bah toi. Moi, j'avoue que vu que les voitures, c'est à peu près le truc que j'aime, qui m'intéresse le moins au monde après les chips. J'avoue qu'en effet, tu viens de m'apprendre tout ça, par exemple. Voilà. Et donc ça, quand on s'y connaît, ça ajoute quelque chose à la scène. Mais le problème après, c'est que à l'image du reste du film, Tarantino passe beaucoup trop de temps sur les personnages, en fait. Alors que pour moi, une séquence de voiture, l'humain se met en retrait et c'est la mécanique, la masse de ferraille qui devient le personnage principal. Et là, on passe son temps à couper sur les visages des personnes au moment où, justement, on a du vrai pilotage, on a des mouvements de caméra. Et accessoirement, effectivement, la cascade où Zoé Bell est sur l'avant de la voiture, elle sert à rien. Elle sert à rien. Ouais. C'est une superbe cascade, mais elle sert à rien. C'est-à-dire que elle sert juste à justifier le fait qu'elle est cascadeuse, qu'elle est en train de faire ça, elle s'entraîne, et le mec attaque à ce moment-là, quoi. Donc ça décuple, je veux dire, la dangerosité du truc. Mais fondamentalement, je trouve, il arrive pas à me la rendre impressionnante, en fait. Non. Il y a un côté trop, en fait non, mais on fait ça pour, c'est un entraînement, il y a un côté, ça paraît trop facile. Et je sais pas, moi j'arrive pas à adhérer. Pourtant je l'ai analysé, j'avais fait une vidéo à l'époque sur les courses poursuites. C'est peut-être là, grâce à ça qu'on s'est quasiment rencontrés, presque un truc comme ça. Tu m'avais fait un retour dessus en tout cas. C'est ça. Et donc j'avais vraiment analysé cette poursuite et en analysant, j'avais pas réussi à. Tu vois, je me suis dit, attends, Death Proof, 17 minutes de course-poursuite en voiture, quoi. Normalement, tu es supposé vraiment, mec, à poser les bases, quoi. Et en fait, j'ai pas trouvé, quoi. Je trouvais qu'il y avait rien qui était fondamentalement sublimé. Le rythme y était pas. Enfin, moi, j'arrive pas à adhérer à cette poursuite. Je trouve que elle est pas bandante, quoi. Enfin, tu vois. Et ce qui est horrible, c'est que c'est là où tu vois que c'est. Enfin, moi, je considère que c'est raté. C'est il te donne l'impression qu'elle l'est. Enfin, vraiment, tu sais, c'est-à-dire que
Une poursuite mollassonne, si elle est assumée en tant qu'étant mollassonne, ça peut être bien. Mais là, il essaye tellement de se dire, je suis en train de faire la poursuite en voiture la plus classe de l'histoire, et qu'en fait pas du tout, que Surtout, ça s'effondre. Surtout quand on est dans l'esprit d'un film Grindhouse où c'est le seul truc qu'on a envie de voir du film. Oui, en plus, parce que tout le reste est quand même relativement casse-bonbon, quoi. Donc là, il faut y aller. Et effectivement, le problème, c'est que il lâche jamais vraiment le frein à main, entre guillemets. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et moi, j'aime bien, on va dire, l'ambiance du début du film. Genre, j'aime bien le début, quand ils sont dans ce bar la nuit. Kurt Russell, je trouve qu'il a un charisme qui est naturel. Ça faisait plaisir de le revoir. Je trouve c'était un peu la fin de sa traversée du désert. C'est un peu ce film-là qui a relancé. Bah, tu vois, il se retrouve dans les Marvel 5 ans plus tard. C'est pas non plus si anodin que ça. Et alors que voilà, c'est vrai que le début, je trouve qu'il y a un truc, mais ça. Avec une des pires performances de Tarantino devant la caméra, quand même. Je sais même plus qui joue là dans ce film. Il joue qui le patron du bar. Ah, il joue le patron du bar là. Où il explique l'intérêt de la chartreuse. Ah oui. Ouais, je préfère son anecdote dans Desperado, qui est beaucoup plus rigolote. Mais non, voilà, c'est un peu Tarantino qui arrive pas à aller au bout de son délire, qui se parodie un peu lui-même. Enfin là, c'était la mauvaise passe, quoi. Après, le concept de faire un film Grindhouse avec Robert, je trouve que le Grindhouse avec Rodriguez est plus intéressant que le film tout seul, quoi. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est bidon. Rodriguez a pas adapté son style pour faire du Grindhouse, il sait juste pas faire des films, quoi. Non, mais moi, au moins, j'ai une petite tendresse pour Planète Terror. On en reparlera si un jour il tombe, mais j'ai une petite tendresse pour Planète Terror. Je trouve que je préfère dans les deux, je préfère Planète Terror à Death Proof. Mais voilà, ouais, en termes de. Moi, étant amateur de poursuite en bagnole, je trouve pas du tout mon compte dans le film. Et si en plus, après, sur 1h40, parce que je crois qu'il est long, en plus. Malheureusement. C'est le plus court des Tarantino, mais c'est le plus long. On se tape 1h20 de dialogue, j'en peux plus, quoi. Ouais, et pas du dialogue qui est impossible à être mémorable, quoi. Il n'y a rien de fascinant et d'intéressant, malheureusement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce film. Il y en a même qui considèrent que c'est son meilleur, parce que c'est potentiellement celui qui, justement. Il a pris peut-être le plus de risques, hein. Enfin, tu vois, c'est sûr. Parce que c'est plus faible scénaristiquement parlant, il est construit sur autre chose, mais je trouve que ce qu'il a réussi à faire avec Kill Bill, avec le cinéma d'exploitation, à vraiment réussir à sublimer certains trucs d'arts martiaux, à y aller à fond. Là, sur le cinéma Grindhouse et donc sur les poursuites en bagnole, il n'a pas réussi à le faire. C'est mon avis. Donnons-lui une petite note. Après, c'est dur hein, de... Ah ouais, non, mais c'est hyper dur. Mais je trouve même le décor est pas bien choisi. La lumière à ce moment-là est pas intéressante. Il y a une forme de platitude générale qui s'en dégage qui pour moi me dérange, quoi. Tu vois. Je trouve que ça aurait été plus intéressant dans un côté un peu crépusculaire. Je sais pas, ça manque en fait, ça manque de relief toutes ces 17 minutes finales. Et si ça manque de relief, après le film il s'écroule. Enfin, tu vois, il tient pas. Enfin, surtout quand ce qui est avant n'aboutit à rien d'intéressant, quoi. C'est un peu le problème. On lui donne une petite note. Allez. Ouais. C'était quoi Ouais, moi je vais pas être cool, hein, je suis désolé. Désolé Quentin, j'adore tous tes films, hein, mais celui-là, c'est pas possible. Ouais, non, mais même pas en fait. Hein. Désolé, hein, ouais. Hop, je lui donne 7. 9, ouais, j'ai mis 9 à la base, hein, donc ça fait 8 de moyenne pour Death Proof. Ouais, mais là je me suis dit... La même moyenne que Camping. La même moyenne. La même moyenne que Camping. Eh bah écoute, mais ouais, c'est parce que j'ai mis 11 à Camping et je préfère voir Camping que Death Proof. Voilà, jetez-moi des tomates. Mais vu que je suis derrière une caméra et que vous êtes devant un écran, vous risquerez juste de bousiller votre ordi. C'est l'intérêt d'Internet par rapport à un spectacle en scène. Où là, tu vois, les gens qui se lèveraient. Ouh, bouh. Là, je me prends juste des vas-y, ta gueule FDP dans les commentaires. On passe un autre film au pif. Allez, c'est parti. Ok, on est tombé sur le dernier pub avant la fin du monde, le dernier film de la trilogie Cornetto, qui n'est pas vraiment une trilogie à proprement parler, qui est plus une trilogie rigolote. Bah si, il y a 3 Cornetto dans les 3 films. Oui, voilà, non mais est-ce que ça... Merci. À combien de degrés était cette phrase ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait un peu de sel. Et donc... sur les diffusions au Prince Charles Cinéma de la trilogie, c'était sponsorisé par Cornetto, ils fournissaient les Cornetto correspondants. Ah bah évidemment, ils ont eu le temps de se priver. Hein. Donc voilà, qui raconte l'histoire de un mec qui va réunir ses potes d'adolescence pour terminer la course des pubs, le barathon. Le barathon, c'est ça. Le barathon, le pub crawl, le barathon de leur ville qu'ils n'avaient jamais réussi à accomplir après leur bac. Et le mec, en fait, qui est joué par
Simon Pegg considère que c'est ce jour-là que sa vie s'est arrêtée et qu'il doit passer ce cap pour réussir à devenir quelqu'un d'émancipé parce qu'il est resté keblo dans l'adolescence, quoi. Donc ça part de ça et on va pas le spoiler parce que c'est un film mais je crois que même dans la bande-annonce maintenant il le révèle plus ou moins l'embroglio qui se passe dans le film, qui est que bah c'est obligé, hein, oui. c'est ça que tu vends. Les scènes d'action, c'est là-dessus que tu les vends. Hein. Ouais, donc on va en parler. Si c'est dans la bande-annonce, je crois que c'est dans la bande-annonce. Oui. Et se retrouve en fait, cette ville se retrouve à avoir été plus ou moins body snatchée par des extraterrestres. Enfin, on sait pas trop, mais voilà, les habitants se sont retrouvés à être des extraterrestres, quoi. Ils ont les apparences des habitants, mais ils ont des comportements très édulcorés, très lisses. Et finalement, il y a un espèce de truc. Et donc, ces 5 amis vont devoir lutter pour finir le pub crawl et en même temps combattre cette potentielle menace. Et peut-être sauver l'humanité. Et peut-être sauver l'humanité. Comment t'abordes le dernier pub avant la fin du monde et même Edgar Wright et cette trilogie Cornetto, tout ça? Vas-y, raconte-moi un peu ton your take on that, comme ils disent en anglais. C'est probablement le film de la trilogie qui est de très très loin le mieux écrit, mais celui que j'aime le moins. Ah, c'est cocasse. Pourquoi mieux écrit? J'ai une horreur de la science-fiction, donc déjà ça explique beaucoup de choses sur le traitement du film. Dans la viscéralité personnelle, clairement. Oui, non, il n'y a rien qui marche pour moi. Mais par contre, le traitement des personnages, et en particulier du personnage de Simon Pegg, j'ai jamais vu un truc aussi bien écrit. L'évolution du personnage est fantastique. C'est la grande force pour le coup, je trouve, d'Edgar Wright sur cette trilogie. Parce que les 3 sont quand même des films que j'apprécie. C'est comment il arrive à faire jongler, en fait, à créer un miroir entre la thématique le parcours des personnages dans le film de manière dans la trame, quoi, de devoir lutter contre une invasion extraterrestre, machin, et leur parcours intérieur, quoi. C'est vraiment ça se répond parfaitement à chaque fois. Shaun of the Dead, c'est peut-être le plus évident pour comprendre ce côté miroir avec en fait le mec est un zombie dans sa vie et il se retrouve à devoir lutter contre une invasion de zombies. Et donc ça va lui permettre de devenir quelqu'un parce qu'il arrêtera d'avoir cette vie de zombie qui mène à rien. Enfin, tu vois, c'est hyper miroir. Ouais. Pareil avec Hot Fuzz, où c'est le super flic qui se retrouve dans une petite ville de merde où il va devoir comprendre que être le super flic, finalement, ça mène pas nécessairement à... Enfin, vouloir être le super flic, c'est pas forcément ce qu'il faut faire à chaque fois, tout ça. Et là, pareil, il y a aussi ce côté où le personnage, en allant au bout de son parcours... vas-y, explique-moi ce que toi tu... En fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, bon après, je suis un peu plus âgé que toi, donc j'ai peut-être un retour différent dessus, puisque mes années d'étudiant sont très loin. Mais effectivement, plus tu avances dans la vie et plus tu continues à voir les mêmes potes, plus le mode de vie de chacun change et la vision de personnes qui étaient très proches 10 ans avant, elle évolue et le personnage de Simon Pegg est resté à voir ses potes comme ils étaient quand il était étudiant, alors que tout le monde évolue. Et il y a une réflexion qui est super intelligente sur justement l'évolution de ce regard et ce mec qui est perdu et qui veut rester dans le passé à tout prix. Parce que il a l'impression de rater sa vie et il se dit que c'était le dernier moment pour lui où il était au top de son jeu, quoi. Ouais, c'est son moment le plus heureux, quoi, pour lui. Voilà, non, pas le plus heureux, mais où entre guillemets il avait l'impression d'être quelqu'un, quoi. D'être quelqu'un et que les autres le regardaient avec envie ou le considéraient différemment. Et c'est quelque chose que je pense, en tout cas moi j'ai déjà ressenti dans ma vie, et effectivement le regard des amis change et c'est quelque chose qui est très fin et très très bien exploité dans le film. Ouais, et c'est vrai que pour revenir à mon histoire de thématique, le fait de le voir arriver dans sa ville natale, où il était justement quelqu'un d'important à l'époque, mais vu que tout le monde a été remplacé par des extraterrestres, l'ignore, mais c'est-à-dire que le fait qu'il soit plus en adéquation avec le monde est symbolisé carrément par le fait qu'en fait le monde dans lequel il arrive est plus son monde, quoi. Littéralement, tu vois, et c'est ça qui est fort avec Edgar Wright sur cette trilogie. Vraiment, je pense qu'il y aurait vraiment des vidéos intéressantes à faire thématiquement pour essayer vraiment d'analyser comment il a construit cette trilogie. Sachant que c'est écrit par Simon Pegg aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'à mon avis, Simon Pegg a une part importante
Dans le traitement du perso. Dans le traitement du perso. Bah, quand tu vois Baby Driver, oui, je pense. Parce que Baby Driver manque malheureusement de ça, quoi. Enfin, je trouve que... Ne parlons pas des poursuites en voiture, s'il te plaît. Oui. Mais ne parlons pas des choses qui fâchent. En termes de réal, on peut quand même parler un peu de son style à Monsieur Wright. Qu'est-ce qui t'évoque, quoi? Sur ce film, rien. Il a pompé une scène de combat d'un film de Jackie Chan. Ouais. Quasiment au plan près. Ouais. Ah ouais, le plan séquence dans les toilettes, c'est un... quasiment au plan près, ouais. Quasiment au découpage près. Ouais. Tous les mouvements sont quasiment identiques. D'accord, de quel film? Alors, j'ai plus le titre en tête, mais il faudrait retrouver ça. Mais vraiment de la copie. Quasi parfaite. D'accord, on parle bien du plan séquence dans les toilettes? Ouais. Okay. Ah bah, tu vois, tu me l'apprends aussi. Ouais, non, bah après, je trouve que Edgar Wright, il a cette espèce d'efficacité clipesque, pas clipesque, mais il est très fort sur les transitions, sur réussir à montrer certaines choses visuellement, là où d'autres feraient quelque chose d'assez plat. Enfin, il a une énergie dans sa mise en scène qui arrive à être au service de ce qu'il veut raconter. Il y a par exemple ce gag où tout le monde dit, tout le monde prend une pinte sauf un mec qui prend de l'eau, et tu sais, t'enchaînes les gros plans, les inserts sur comment ça s'appelle le truc où tu... La pompe à pression. Ouais, la pompe à pression. Et le dernier, il appuie juste sur le bouton water et t'as de l'eau qui tombe et ça casse, même au son et tout, il y a un rythme qui est cassé et ça raconte exactement ce que ce verre d'eau est supposé représenter. Il casse totalement l'harmonie de servir 5 pintes à 5 potes, quoi. Donc voilà, c'est un réal qui est hyper inventif. Moi, pour rapidement parler du bonhomme, c'est quelqu'un où j'ai adoré, donc j'ai bien aimé cette trilogie. Pour moi, c'est le moins bien, enfin, c'est pas le moins bien, je suis un peu d'accord avec toi, c'est peut-être celui qui est le plus travaillé. Mais c'est pas forcément celui que je préfère de la trilogie. Non, j'ai pas dit travailler, c'est le mieux écrit. Ouais, écrit. Mais... C'est le mieux écrit. Après, en termes de réal, il est moins inventif que les deux précédents, qui étaient sur des genres qui étaient plus balisés. Oui, en fait, c'est ça qui fait aussi la différence, c'est que la science-fiction est tellement large que... après, j'ai beaucoup moins de culture sur la science-fiction, donc je retrouvais pas certains trucs... J'ai jamais vu le Body Snatcher avec Donald Sutherland, par exemple. Je suis sûr qu'il y a des plans qui sont quasiment faits à l'identique. Mais du coup, sur les films de zombies ou les films d'action, c'était plus immédiat pour moi. Il réutilisait des codes que je connaissais par cœur et il les réutilisait bien. Oui. Là, j'ai pas les connaissances pour vraiment profiter du film. Ouais, c'est une analyse intéressante parce que vu que c'est un réal très cinéphile, c'est vrai que c'est un peu comme un Tarantino d'une certaine manière. Si t'as pas tu peux apprécier le film, mais si t'as les codes qui te permettent de voir la seconde lecture, on va dire, forcément ton expérience est décuplée, quoi. C'est évident. Et donc, c'est vrai qu'après, j'ai du mal. Ces films moi, j'ai du mal avec ces films qui sont souvent cités comme étant ses meilleurs. Moi, j'aime pas du tout Scott Pilgrim, par exemple. Et j'ai beaucoup de mal avec Baby Driver, donc c'est un peu particulier. Bah non, pour moi, effectivement, c'est les films écrits par Simon Pegg, et après, le reste... Ouais, mais je suis moins convaincu. Bon, il faudra qu'un jour je me penche vraiment sur ce bonhomme pour en faire une très belle vidéo, parce qu'il y a quand même des choses à faire, c'est un réel qui est assez intéressant à étudier, et on va lui donner une petite note à ce film. Je lui donne 12. Pareil. Bon, bah voilà, j'essaie pas de te coller, hein, mais... Ok, et bah écoute, on va passer au numéro 7, et le numéro 7... Écoute, c'est un pays. On va aller sur la roue des pays et on va faire tourner la roue des pays. C'est parti. Nous tournons la roue des pays et nous tombons sur... Non. On est tombé sur les États-Unis. Avec toi, c'est quand même un affront de tomber sur les États-Unis avec toi. Ça te fait chier, quoi. Bon, on va retourner la roue des pays. Oh, le Japon, monsieur. Alors là, malheureusement... Bon, alors toi, t'es un très 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 grand connaisseur du cinéma japonais. Faut dire ce qui est. Je m'y connais bien, pas un grand connaisseur absolu, c'est un cinéma que tu maîtrises. Ouais. Tu as vu les classiques et tu suis aussi l'actualité. Je suis plus classique qu'actualité. Et donc, sachant que bon, le cinéma japonais est quand même bon, c'est compliqué la situation de la production de films au Japon. Ça, en tout cas, on n'en voit pas souvent débarquer chez nous. Mine de rien. C'est parce qu'en fait, ce qui fait des entrées, c'est essentiellement des films d'animation. Donc, oui, ou des adaptations de mangas en live dégueulasses qu'on n'aime pas. Ça marche. Oui, il y en a qui sont très bien aussi. Hein. Ouais. Bon, c'est la médisance gratuite du mec qui regarde pas. Par exemple, j'ai vu un truc qui était exceptionnel. C'est l'adaptation de Kenshin, la trilogie Kenshin le Vagabond. En live action, c'est incroyable. Bah, tu vois, ça m'intéresse parce que j'aurais pas mis une piécette dessus quand tu me... C'est incroyable. D'accord. Et bah écoute. Les combats sont démentiels. Alors là, le but, tu le connais, c'est de choisir un film qui représenterait le pays, qui nous aiderait à aborder le pays.
euh, en sachant que c'est toujours, on peut peut-être en prendre un chacun et on essaie de défendre un peu nos visions du truc. Moi, je sais que j'ai pas vu par exemple, j'ai pas vu ou quasiment aucun film de Ozu. Donc ça pourrait être, je sais pas si c'est un réal qui pourrait correspondre un peu à comment on aborde le Japon. J'ai vu pas mal de films japonais, mais c'est vrai que c'est un choix difficile. Parce que c'est un pays qui est quand même. Moi, en plus, pour Avec raconter. une histoire très marquée. Ouais, c'est un pays avec une histoire très marquée. Moi, j'ai vécu plus d'un an. Donc, enfin, un an. Donc, en plus, j'ai un rapport particulier avec ce pays qui fait que. Bah voilà, enfin, c'est triste. C'est-à-dire que. C'est pas évident. C'est pas évident pour moi de choisir. Autant la dernière fois, j'étais tombé sur la Belgique, j'avais réussi à trouver quelque chose que je trouvais plus parlant. Là, le Japon, waouh, pas évident. Donc, toi, tu tirais sur quoi? Faut que j'y réfléchisse. Essaie de trouver quelque chose, toi. Mais Ouais. Alors, moi, Japon. Alors, je pense qu'en termes de cinéma japonais, si je devais, moi, retenir un réal et un artiste japonais, ce serait Miyazaki. Mais je pense pas que ses œuvres parlent plus du Japon que ça. C'est pas l'optique nécessaire de Miyazaki quand il parle du Japon. si. Oui, ça peut. Enfin, je veux dire, tu peux. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent de prendre Miyazaki pour parler du Japon? Bon, déjà, c'est pas forcément original. Je veux dire, c'est peut-être le plus connu des artistes japonais. Donc, l'intérêt de parler du Japon, c'est peut-être d'aller un peu ailleurs. Ouais, mais après, bon, Miyazaki, l'avantage, c'est que tu peux parler des valeurs qu'il veut véhiculer, du retour à la nature dans une société qui est ultra industrielle. Il y a plein de thématiques qui traversent ces films qui font que ça reste des éléments intéressants et qui parlent du Japon actuel. Hein. Est-ce que ça parle vraiment du Japon actuel? C'est ça ma question. Enfin, je veux dire, à part leur délire post-nucléaire, Godzilla peut être un point d'accroche intéressant, mine de rien. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Parce que mais après, c'est axé vraiment sur une thématique particulière du Japon pour voir. Moi, j'ai étudié à la fac, j'avais étudié Sogo Ishii comme réalisateur. Il avait fait un film qui était intéressant sur. Alors là, il faudra que je retrouve le nom sur une famille justement qui. Je pense un film intéressant, ce serait Mes voisins les Yamada, par exemple. Est-ce que ça, c'est pas un film intéressant pour parler du Japon? Moi, je pense que je préférais parler, quitte à prendre un film de Takahata, je préférerais prendre mon film préféré, derrière, comment ça s'appelle je vais avoir un trou. J'adore Kaguya, voilà, mais un film qui m'a vraiment marqué, c'est Omoide Poroporo, Souvenir au goutte à goutte, Ouais, que qui j'ai. qui est absolument sensationnel. Et partons là-dessus alors. Vas-y, partons sur Souvenir au goutte à goutte. Je l'ai vu il y a très longtemps. Donc tu vas devoir un peu l'idée la conversation, mais vas-y, ça me fait plaisir de parler de celui-là. Voilà. Alors c'est pareil, hein, je vais retomber un peu sur ton sur ton avec le film qui vient juste avant, en fait, parce que on est sur un film qui parle en fait d'une jeune fille, d'une jeune femme qui, pour les standards japonais, devient un peu vieille pour ne pas être mariée. Et elle sent toute cette pression de la ville japonaise et cette pression familiale de trouver quelqu'un. Et du coup, un été, elle a besoin de faire un break et de retourner dans la maison de son enfance pour essayer de se reconnecter avec ce qu'il a fait elle, en fait. Et du coup, elle va retrouver des personnes qu'elle connaissait là-bas et elle va, en même temps qu'elle vit cet été au milieu de la nature, se souvenir de toute son enfance. Et c'est un film qui est absolument magnifique sur ce besoin de retrouver des racines, en fait. Et donc oui, j'avoue qu'en fait maintenant que tu m'en parles, je m'en souviens, je l'ai pas vu. Je pense littéralement que en fait j'ai confondu avec un autre film qui s'appelle ouais, en fait j'ai confondu avec totalement un autre film. Donc je vais te laisser en parler seul parce que ça m'a l'air très intéressant et que tu m'as déjà donné envie de le voir rien qu'avec le pitch. Voilà. J'ai confondu avec 5 cm par minute là. Oui, d'accord, oui. J'ai goutte à goutte, minute, je me suis fait avoir. Mais écoute, donc ok, et comment donc là tu m'as l'air déjà d'avoir donné beaucoup de clés en résumant le film. Et accessoirement, en fait, c'est là que Takahata a commencé à explorer un peu sur le style visuel pour travailler ses flashbacks. Et c'est un style qu'il réutilisera derrière, justement, sur les Yamada. D'accord. C'est-à-dire c'est ce côté un peu très simplifié avec des dessins très simples au milieu d'une espèce de page de dessin, donc avec pas de bord entre guillemets,
et avec juste le personnage principal animé au milieu, des dessins très simplistes, mais qui du coup donne ce petit côté nostalgique qui revient naturellement et voilà, tout est magnifique dans ce film, et surtout, effectivement, cette description de personnages féminins qui est perdu dans le monde qui l'entoure, qui va trop vite, qui met trop de pression, et qui a besoin de ralentir le temps d'un été, et de retrouver un sens à ce qu'elle fait et à ce qu'elle veut. Et vis-à-vis du Japon, est-ce que quand tu vois ce film, tu arrives à être... Enfin, ça te fait vraiment voyager là-bas, quoi? Oui, puisque tu vois du coup les deux parties, c'est-à-dire que tu vois le Tokyo mégalopole avec du béton partout, des écrans qui clignotent dans tous les coins, les petits appartements ridicules où tu as l'impression que les murs se referment sur toi. Et puis après, ce Japon d'il y a 100 ans en fait. Oui. Où tu reviens effectivement 100 ans en arrière alors que t'as fait quoi? T'as fait 100 bornes, quoi. Il y a ces deux phases qui se côtoient au Japon. Pour moi, en fait, de ce que j'en ai l'impression, c'est qu'il y a effectivement un Japon très, très traditionnel dès que tu pars à la campagne, qui est en totale opposition avec le monde moderne qui va à 100 000 à l'heure. Ouais, c'est marrant parce que souvent, d'ailleurs, pour y avoir un peu été, et cette opposition, elle est symbolisée en fait par, je schématise, mais par Tokyo et Kyoto, qui sont deux villes. Kyoto, c'était l'ancienne capitale, et qui, quand tu fais le voyage de l'une à l'autre, et c'est marrant parce que c'est l'inverse, Tokyo et Kyoto, c'est vraiment... Ouais. Et il y a vraiment ce côté où tu as l'impression de débarquer dans un autre espace-temps, quoi. C'est-à-dire que la vie, elle est ralentie, tout le monde... c'est un peu ce cliché de se dire, avec la France, on a Paris et les gens du Sud, par exemple, qui vivent à un autre rythme. Et le Japon, entre Tokyo et Kyoto, c'est vraiment totalement ça, quoi. Tu es au milieu des montagnes, tu as un côté très naturel, le rythme est lent, mais pourtant ça reste une ville hyper active avec énormément de choses à y faire, et il y a beaucoup de gens qui y vivent, et c'est pas du tout une ville laissée à l'abandon ou quoi que ce soit, mais il y a quand même ce rapport entre Tokyo qui est très 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 particulier, quoi, qui est vraiment l'équivalent de New York aux États-Unis. Ce côté, c'est une ville, c'est vraiment le poumon du pays, et ça n'arrête jamais, quoi. Et c'est vrai que dès que tu sors un peu de là, en effet tu prends la distance, la vie est pas du tout la même. Et tu m'as donné envie de voir ce film parce que je l'avais pas vu. Donc, et puis il est dispo ? Oui, de toute façon, tous les films Ghibli sont édités par Disney. Oui, ils coûtent un peu cher, mais ils sont. Oui, là, il y a des rééditions en steelbook qui viennent de sortir. Ouais, ils sont à 15 balles tous, ou 20 15 balles. mais en DVD. Bon, après, les DVD étaient déjà de bonne qualité. Ouais, je crois que c'est 15 balles le DVD, 20 balles le Blu-ray, je crois. Ouais, 25 ça, balles le Blu-ray. Après, le petit détail qui fait toute la différence sur ce film, en fait, qui pour moi fait que Takahata était, à mon goût, plus important que Miyazaki, c'est que c'est le premier film japonais où en fait ils ont enregistré les dialogues et ils ont calé les mouvements des lèvres sur les personnages sur les dialogues. D'accord. Ah oui, en effet. Et il faut imaginer que c'est le premier film, mais là on parle d'un film qui a été fait, je sais plus exactement, je crois qu'il est sorti entre 89 et 91. Donc c'est super tard sur les standards de l'animation. Hein. D'accord. Ah mais voilà, c'était le premier où le mec s'est dit je veux un aspect naturaliste, je veux que ça sente le vécu, et il avait besoin de rajouter ce détail pour que ça fonctionne, quoi. Voilà. Ok, tu lui donnes une note ? Pour moi, c'est un film parfait. Donc c'est 20, quoi. Ouais. Bon, écoute, ça donne envie de le découvrir. On est à un film sur 20, enfin 20 sur 20, oui, ça donne envie. Je vais brancher ma caméra. On passe au numéro 8. Nightcrawler. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. De Dan Gilroy. Je suis pas sûr que ce soit le nom du réal encore, mais si. C'est possible. Non, parce que souvent il se plante ce site, il met pas le bon nom. Donc Dan Gilroy avec Jack Gyllenhaal. Ouais, enfin c'est un des frères Gilroy, parce que de toute façon il y en a un paquet. Ah oui, alors là, moi, c'est les noms, de toute façon, là, Alors, ça raconte l'histoire d'un mec qui est joué par Jack Gyllenhaal, qui se met à vouloir percer dans le milieu des gens qui veulent avoir des scoops, enfin qui vont filmer les accidents, en fait. Ouais. Chasseur d'images voilà. crash un peu, donc il va être les premiers sur les scènes de crime ou ce genre de trucs, et il va obtenir des images qui vont aux news sensationnelles du matin, enfin l'espèce d'émissions de news racoleuses américaines. Oui, les petites chaînes qui cherchent à faire de l'audience à tout prix. Exactement. Quoi. Et alors, comment t'abordes ce film ? Qu'est-ce qui se démarque du reste ? Enfin, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film ?
Oh, t'aimes pas trop? Ouais, j'ai pas été super convaincu. Bah après, bon. En fait, c'est un film qui est monté pour moi principalement autour de la performance d'acteur. Qui est assez saisissante, faut le dire. Ouais. Voilà. Moi, Mais j'irais bon, plus loin, mais enfin, j'irais plus loin. Pour moi, c'est plus un film qui est monté autour d'un personnage qu'on n'a pas l'habitude de manipuler. Pour moi, c'est un des rares films sur un vrai. J'ai pas envie de dire anti-héros parce que c'est vraiment sur un vrai antagoniste, enfin un vrai quelqu'un de vraiment malfaisant, mais dont on va suivre le parcours de A à Z. Ouais, mais comme de toute façon, il trouve quelqu'un de pire, entre guillemets, sur le chemin. Bah, à peine, hein. Franchement, je vois pas trop qui il trouve de pire. Ah, pour moi, enfin, pour le coup, dans le film, c'est lui qui fait. À un moment, il prend la décision de vraiment être le pire du film, quoi. Ouais. Parce que évidemment, vous voyez venir le truc, il va plus ou moins finir par déclencher lui-même. Bah oui, pour être sûr d'être le premier sur un événement dramatique, bah, rien de mieux que de le déclencher soi-même. Exactement. Et comme ça, il est au cœur du truc, et il fait les meilleures images. Mais d'ailleurs, je crois que ce film a été fait en partie basé sur une histoire vraie. Ah ouais. Ouais, en fait, il y avait un journaliste américain qui, effectivement, il y a des rumeurs comme quoi il aurait commandité plusieurs meurtres pour pouvoir être le premier à couvrir le truc. Ouais, bah non, mais je trouve que c'est moi qui adore justement les films qui traitent. J'ai pas envie de dire anti-héros, mais c'est peut-être le mot qui convient le mieux. Mais qui traitent justement de personnages où l'empathie est très compliquée d'être développée parce que c'est des personnages extrêmement négatifs. Je trouve que celui-là était un des plus fascinants qu'on ait eu cette décennie-là. Et ça, vraiment, j'avais adoré, j'ai pris une vraie claque. En France, il a été marketé comme le futur Drive ou le nouveau Drive. Enfin, oui, parce qu'il y a une poursuite en bagnole. voilà, parce que c'est à Los Angeles, il y a une poursuite en voiture. Ça n'a rien à voir avec Drive, pour le coup, mais vraiment rien. Et puis, accessoirement, le titre du film en anglais, c'est Night Call, qui était le nom de la chanson de Drive, ouais, de Kavinsky. Ouais, c'est exactement, c'est ça qui crée une espèce de confusion. Non, c'est Nightcall en français. C'est Nightcrawler en anglais. Oui, Nightcrawler, ouais. Donc ils ont joué là-dessus. Enfin bref, c'était un peu péteux. Mais j'ai trouvé que le film était intéressant justement dans l'audace de dire je traite un personnage qui est détestable, mais vu qu'il a un enjeu qui est très précis, tu vas quand même réussir à être... moi, j'ai quand même été investi dans son parcours. J'avais envie qu'il réussisse, malgré le fait que pour qu'il réussisse, il fallait que des innocents meurent, que des gens qui avaient rien demandé se ouais, dans mais c'est ça situation, tu vois. Et je trouve qu'il y a des audaces de mise en scène qui m'ont plu. Toute cette fin qui est filmée un peu avec sa caméra à lui, donc entre la mise en scène et le fan footage, il y avait un côté assez viscéral et il y a une course-poursuite que j'ai trouvé vraiment pas mal foutue pour le coup, à la fin. Et voilà, donc c'est un film qui m'avait un peu surpris, quoi. J'ai bien aimé. Il n'y en a pas eu beaucoup des films cette décennie qui m'ont un peu surpris en me disant ouais, je m'attendais pas à ça, quoi. Ouais, bah après, moi j'ai toujours un peu de réticence et de problème sur la façon de traiter le voyeurisme au cinéma, quoi. C'est toujours quelque chose, parce que de toute façon, le cinéma est un média voyeur. Ah oui, totalement. Donc derrière, après, rajouter une deuxième couche, et j'ai jamais été vraiment convaincu, et par ce film-là, pareil, c'est difficile de réussir à trouver la ligne et réussir à savoir où le spectateur va se placer, parce qu'effectivement, il y en a qui voudront toujours en voir plus. Bien sûr. Et il y en a qui se diront, voilà, il suffit de suggérer la situation et puis le cerveau peut faire le reste. Bon, c'est... Mais moi j'ai bien aimé aussi le fait que tu vois, il aborde un sujet qui est ultra cynique et qui justement il l'aborde de ce point de vue-là en prenant le personnage qui a fait du cynisme en fait sa force, quoi. C'est-à-dire que le mec il se dit... en fait ce qui permet à ce qu'on adhère à son parcours, c'est que on est face à... il nous présente un monde où filmer des cadavres, c'est quelque chose qu'on a envie de voir. Et donc, tu te dis, à partir du moment où tu acceptes ça et que ça semble être la vérité, c'est-à-dire que les gens veulent ce besoin de macabre, de choses macabres et dégueulasses, tu acceptes que le mec aille hyper loin pour obtenir ces images, en fait. Parce que, tu vois, il y a un côté où tu acceptes déjà que ce soit quelque chose qui existe et que ce soit vrai, de se dire ah bah ouais en fait tu peux aller filmer des gens morts, c'est cool et ça intrigue les gens, donc à ce moment-là il peut même buter des gens, on s'en fout, il a déjà passé la ligne et en fait on a tous déjà passé la ligne, tu vois. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est cette réflexion sur le voyeurisme, mais vraiment le côté malsain même au-delà du voyeurisme, le côté morbide de la curiosité humaine, quoi, tu vois. Ouais. Mais après du coup là c'est quelque chose de complètement différent, mais ce que tu me dis en fait me fait réaliser que j'ai peut-être plus de mal avec le film parce que je ne regarde plus la télé. Ah, moi non plus, hein, mais c'est possible que
Mais vraiment plus, ça fait 15 ans que je regarde plus la télé à part les matchs de rugby, quoi. Bah non, mais je pense qu'en effet, tu restes 4 heures sur BFM et tu regardes le film après, il prend clairement une autre dimension. Enfin, voilà, mais effectivement, du coup, cette liaison pour moi a été rompue et effectivement, j'ai pas cette immédiateté des chaînes d'infos ou autres téléréalités où il faut toujours aller dans le détail. Juste pour montrer qu'on était là et qu'on a vu, quoi. Ouais, bah en plus, moi je l'ai vu, il est sorti en 2014 et c'était aux alentours du début de la période un peu attentat, je crois, je dis pas de conneries. Je me souviens plus, mais... Charlie Hebdo, tout ça. Enfin, en tout cas, je l'ai vu quand j'étais brassé par cette espèce de fascination pour des choses macabres et morbides qui étaient malheureusement, qui avaient lieu malheureusement quand il arrive des choses dramatiques. Même si je trouve que plus le temps passe, mine de rien, je trouve qu'en France, on s'est un peu... on s'est quasiment, j'ai envie de dire civilisé, mais je trouve qu'on est devenu un peu moins... vu qu'on a été touché pas personnellement, mais on a été touché par ce qui s'est passé vraiment viscéralement, on a une forme de pudeur vis-à-vis de ce qui s'est passé qui nous a un peu calmé. Là où les États-Unis, pour le coup, dans ce qu'ils montrent dans le film, c'est plus du tout le cas et c'est vraiment n'importe quoi. Mais voilà, on était un peu au début de tout ça et je trouvais que c'était un film qui faisait vraiment résonance à ce qui se passait et à ce qui se passait dans la télé, la manière dont on traitait les images. Moi, ça m'a vraiment fasciné. Je vais le revoir avant la fin de l'année pour pouvoir effectuer mon top de la décennie parce que là, je suis en train de me dire qu'il tape à la porte et que j'ai envie de le juger pour voir s'il peut y rentrer ou pas. Moi, je t'en filerai d'autres, t'inquiète. Ouais. Ouais, écoute, vas-y, donne-lui une petite note et on voit. Là, évidemment, il y a une vraie disparate entre nous deux. Tu lui mets 11. Et moi 17. Donc fatalement, ça nous fait un petit 28. Ça fait 14 de moyenne, écoute. Il s'en tire pas mal grâce à mon 17 généreux, mais quand t'aimes un film, écoute, il n'y a pas de honte. Ne vous excusez jamais d'aimer un film. Voilà. Sauf, non, ne vous excusez jamais. Après, vous assumez. Et pas besoin de se justifier non plus. Oui, c'est un jeu. Moi, j'aime bien justifier, mais c'est absolument pas quelque chose de primordial. Je veux dire, c'est quand tu fais évidemment des vidéos sur Internet pour parler de cinéma, c'est mieux de savoir se justifier, mais c'est pas du tout quelque chose de nécessaire non plus. Le ressenti par moment est quelque chose d'ineffable. Voilà. On va passer au numéro 9. Le numéro 9, c'est votre suggestion. Donc on va les piocher parmi les commentaires sur les dernières vidéos. Vous pouvez suggérer en mettant 9 2 points, évidemment. Et bah voilà, on va aller choper un petit titre de film. Ok, et bah écoute, on doit remercier, ou je sais pas si on doit le remercier d'ailleurs, Jérémy Choliaguet qui nous a balancé Dragon Ball Evolution. C'est sorti en quelle année Dragon Ball Evolution ? Tiens, vas-y, pendant que tu racontes l'histoire, vas-y. L'histoire ? Ouais, si tu t'en souviens. Il y a Choyon Fat. Ouais. 2009. Donc il ne pourra pas être dans les flops des années 10. C'est dommage. Non, il y a l'histoire, c'est un petit con qui est au lycée et qui cherche des boules de dragon pour je sais pas pourquoi. Pour combattre Piccolo, je crois, un truc comme ça. Mais même pas, parce que lui, il les cherche dans son coin et puis les deux se rencontrent. Hein. En fait, il y a pas l'histoire, elle y est pas, quoi. Donc c'est difficile de la raconter, quoi. Ouais. On est sur le film adapté en live de Dragon Ball, qui est probablement la plus grosse déception filmique. Oh, il doit y avoir pire. Ouais, mais je veux dire, entre le matériel d'origine et le résultat final, je pense que c'est le plus gros gouffre. Je veux dire, en termes de possibilités, là, moi c'est une catastrophe, quoi. Enfin, c'est une des plus grosses catastrophes qu'on ait vues, non ? Non ? Ouais, c'était dur. C'était dur. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, quoi. C'était dur. Pour info, ouais, ce film putain, il est rentré dans son budget en plus. C'est dur. De toute façon, ça doit rien coûter, ce truc-là. Ouais, 30 millions. Ouais, c'était fait par qui déjà ? James Wong. Destination finale. Ouais. Et The One, j'aimais bien, moi. J'aimais bien, comparé à ce qu'il a fait après, voilà quoi, c'est grandiose The One par rapport à ça. Non, mais comment t'abordes je veux dire, si tu dois, genre, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, de ce truc, tu te dis quoi ? Ce que j'en retiens en fait, c'est que ce soir-là, j'étais allé voir 2 films au cinéma. Le deuxième, c'était Fast and Furious 4. Et j'ai cru que c'était du Orson Welles, hein, comparé à Dragon Ball. Et pourtant, le 4, il est... Voilà. 4, il est... Non, mais c'est ça la notion de relativité, en fait. C'est ça qui est intéressant. c'est qu'effectivement, tu vois ça juste après, tu vois Fast and Furious, tu dis, putain, c'est vachement bien fait. C'est magnifique. Oh là là, l'histoire, elle est fluide. C'est vraiment une merde, le 4.
Enfin, il est vraiment relou. Mais ouais, moi, ce qui me fait peur, enfin, c'est de me dire, mais comment tu peux passer à côté de Dragon Ball? C'est juste, je pense, le manque de moyens, en fait. Enfin, le manque d'investissement dans le truc, mais il n'y a rien qui va, quoi. Enfin, tu vois, c'est de réussir à aussi mal adapter un truc, je pense que c'est un exploit, quoi. C'est-à-dire que je vois pas comment tu peux faire pour, à ce point-là, te planter. Tu vois, t'as une idée, toi, là-dessus? Bah, de toute façon, c'est comme toujours aux États-Unis, c'est que c'est les producteurs qui ont dit bon bah voilà, le film il doit partir comme ça, il doit viser tel segment du marché des jeunes, etc., etc. Le film c'est une énorme étude de marché, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Dragon Ball. Bah ça essaye, je veux dire, ça prend des éléments, ça coche des cases, quoi. Ouais. Ça coche les boules Mais de c'est une étude de cristal, marché, voilà. On vous dit Dragon Ball, vous voulez quoi? Les Dragon Ball, Tortue Géniale, Son Goku. Ouais. La transformation en singe à la fin, Piccolo, hop, bon bah vas-y, tu mets tout ça dedans et hop, en route. Ouais, mais tu vois, il n'y a pas de boule de feu, il n'y a pas de Kamehameha. Ah bah non, il n'y a rien du tout, il n'y a, même pas à peine de combat. Il n'y a pas de combat, enfin, il y a un combat genre de relou avec la fille, avec Chichi qui est une friteuse, je sais pas pourquoi. Avec Bulma, je crois. Enfin bref, ils ont mis les personnages, mais c'est horrible. Tu retrouves jamais l'ADN en fait. C'est ça qui est horrible. C'est que c'est là où je dis Station Foirée. C'est que le maquillage de Piccolo. Ah oui, non, mais il est horrible. C'est Spike hein, de Buffy, hein, c'est ça. Bah oui, avec un maquillage encore plus pourri que dans Buffy. Ah ouais, c'est horrible. Non, mais c'est ça qui est fort, c'est de me dire, putain, ils arrivent à adapter les trucs, à mettre les éléments, mais à passer totalement à côté de ce qu'est Dragon Ball. Et ça, c'est dingue. Enfin, tu vois, c'est ça qui me fascine. Et il y a des fois, en fait, dans les adaptations, c'est ça qui est intéressant de se rendre compte, c'est que c'est pas parce que tu as des éléments que de la sève du truc y est, quoi. Et là, il y a zéro sève. Pourtant, il y a le nom, les gens, les persos, des éléments, des trucs. Mais tu as zéro sève. Le mec a totalement rien compris au délire, quoi. Et donc, ça fait vraiment, je trouve, réfléchir sur la notion d'adaptation où on n'est pas sur un rapport de fidélité. Non, c'est juste, il faut que la sève y soit, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des fois où les meilleures adaptations sont en fait des films qui traitent pas la chose pareille, mais qui arrivent juste sont pas forcément fidèles, mais qui qu'on la sève en fait. Ouais, voilà. Même tu vois, genre, je dis une connerie, mais par exemple, je trouve que Hardcore Henry va être une meilleure adaptation de Doom que le film Doom. Enfin, tu vois, je dis ça. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Pour la sève. Ouais. Après, c'est peut-être pas un bon exemple, mais le principe est là, quoi. Et c'est vrai que là, c'est vraiment, je pense que tu vois, Matrix Révolution est une meilleure adaptation de Dragon Ball que Dragon Ball Evolution, quoi. Et pourtant, c'est pas fait pour. Après, bon, sinon, dans ces cas-là, quitte à voir des trucs qui prennent un peu l'histoire de Dragon Ball, mais qui les font à leur sauce, puisque Dragon Ball, je pense que c'est un peu basé sur la légende du roi singe et les pérégrinations vers l'ouest. Bah, à ce moment-là, autant directement aller à Hong Kong pour regarder Monkey King ou des films comme ça, hein. Là, il y a des effets spéciaux, il y a du spectacle et mine de rien, c'est plus fidèle, quoi. C'est des films de quelle époque, ça? Ils en ont fait 25 000. Ouais. Là, en ce moment, il y a deux séries qui sont en parallèle. Il y a les Monkey King qui sont faits par Soi Chiang et les Pérégrinations vers l'Ouest qui sont faits par... le premier était fait par... j'ai pu retrouver Stephen Chow et le deuxième était fait par Tuark. C'est ça, j'ai su de Tsuar que je connaissais. Ok, bah écoute, on note les recos et on va donner une note à ce truc. Bah moi je pense que je lui donne 0. Voilà. Toi tu donnes une note? Ouais, je vais lui mettre 1. Tu lui mets 1? Ouais, parce que voir Chow Yun-fat faire absolument n'importe quoi, ça m'a ramené au Chow Yun-fat des années 80, début des 90, quand il jouait un spécialiste de cartes qui bouffait du chocolat, quoi. Ouais. Je me demande si c'est... Mais là je suis en train de me poser la question, est-ce que filer 0 à un film c'est possible? Je pense pas, enfin tu vois, dans l'idée. Mais bon, bah écoute, je me poserai la question plus tard, on avance. Mais 0,5 de moyenne pour Dragon Ball Evolution, je pense que c'est bien noté. Je pense qu'il il aura du mal à être battu. Mais je pense que le 0, c'est aussi à l'échelle de la déception et du potentiel gâchis de ce truc. Allez, on passe au dernier. Merci beaucoup. Et on est tombé sur un film français réalisé en 2015, un film qui est un film d'animation, Avril et le monde truqué, donc qui raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle... Oh là, j'ai oublié son nom. Avril.
Ah bah oui, je suis con. Oui, qui s'appelle tout simplement Avril, qui vit dans un film un peu dystopique parallèle ou dans un film dans un univers, dans un Paris par exemple où il y a 2 tours Eiffel, assez particulier. Donc on est dans un univers un peu steampunk. Et dans ce monde-là, des scientifiques disparaissent. Et Avril, là, ses 2 parents qui étaient scientifiques, et elle va partir à la recherche de ses parents avec son chat et un gamin des rues qui s'appelle Jules, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà, donc tu m'as dit que c'était une adaptation. D'une bande dessinée de Jacques Tardy. Et bah ok, tu l'as lu la bande dessinée? J'ai dû en lire un peu, mais j'ai pas tout lu, ouais. Mais oui, ça fait partie. Jacques Tardy est quand même un grand monsieur de la bande dessinée française voilà, ça fait partie des très bonnes adaptations à mon goût. Après, Ouais, alors ça, c'est un film là on a résumé la trame principale, mais c'est vrai qu'il y a toute une construction d'univers autour qui est assez dense, parce que justement ce monde-là a des raisons d'être comme ça, parce qu'il y a toute une histoire avec des expériences scientifiques sur des soldats faits par l'armée de Napoléon, enfin tout un bordel. Euh, Est-ce que, toi, c'est vrai que ça fait partie de ces films d'animation qui ont le mérite de... Alors je savais pas que c'était adapté d'une BD, donc en plus je l'avais pris d'une manière encore plus marquante à l'histoire, à l'époque, parce que c'est vrai que c'est un monde vraiment, vraiment original. Quand on prend notre patrimoine français et on en fait un univers ultra cinématographique, enfin en tout cas ultra visuel, riche. ouais, voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'effectivement, comme beaucoup de films très bien faits, on prend une bifurcation à un moment et ça permet de réexploiter toute l'histoire de France vue d'un autre angle. Et Ouais, j'avoue que c'est un film en fait. Alors j'ai pas adoré plus que ça, mais je trouve déjà que c'est très bien fait. Et, la création de l'univers est fantastique. voilà, c'est ça. C'est le problème de ce genre de film où j'aime tellement leur idée, leur concept, et j'ai tellement envie d'être dans ce film que limite l'histoire m'intéresse pas des masses en fait. Mais enfin, tu vois, j'ai un décalage entre ce que vivent les persos qui m'intéressent pas et l'environnement dans lequel ils le vivent, quoi. Donc ça fait que je vis pas le film pleinement, mais par contre, j'ai tellement envie de voir plus de films qui prennent ce parti-là, de nous. Moi, je suis très frustré par le cinéma français qui n'arrive pas à faire comme Hollywood, par exemple, à prendre leur monde à eux et à le mettre dans diverses formes et manières et de diverses époques futures, dystopies, poète. C'est-à-dire que tu as eu des versions de l'Amérique dans tous les sens, et nous, en France, on n'en a quasiment pas, quoi. Enfin, je veux dire, la France, c'est soit la France actuelle qu'on la connaît, soit quelques films d'époque, mais très très peu de films qui s'aventurent à essayer de nous montrer un... Bah oui, la France est toujours plus attachée à un réalisme qui est peut-être mal placé, puisque de toute façon, tout ce qui est cinématographique est fictif. De toute c'est façon, dommage. donc, Ouais, j'aurais bien voulu tomber sur un Stéphane Brisé avec toi. ce sera peut-être un bonus. Ouais. Parce que dans l'épisode précédent, j'ai parlé de la loi du marché, et Ouais. je pense qu'on se rejoint un peu sur Ouais, il y a En guerre aussi qui est bien. Justement, je crois que j'en parle de toi qui m'a dit que c'est... Fallait que je le vois. Ça allait me rendre joisse. Mais oui, donc voilà. Donc, oui, on s'écarte un peu du sujet. bien sûr. Mais, ouais. Les digressions sont toujours les bienvenues dans cette émission. Mais oui, en effet, je suis d'accord avec toi qu'il y a une volonté de réalisme. Après, c'est aussi, on peut mettre ça sous couvert du manque de moyens. Allez. Mais même, je veux dire, quand tu as envie de créer des mondes et d'exploiter ton patrimoine pour en faire des mondes cinématographiques, tu peux, quoi. Et en France, il y a très peu de gens qui prennent ce parti pris-là, et c'est un peu dommage, quoi. Et Avril le faisait, donc là-dessus... Voilà, ouais. Et puis, effectivement, avec beaucoup de créativité dans la construction de cet univers steampunk, peut-être plus électro-fantastique que steampunk, puisque c'était plus basé sur l'électricité de mémoire. Il y a énormément de... L'électricité était très importante, il me semble, non? C'était pas ça? Écoute, je sais plus exactement. Moi, je me souviens qu'il y a tout un train qui circule Ouais, dans ouais. Paris, Bah, qui passe entre les deux Tours Eiffel. Que c'est un film qui m'a rappelé certains Miyazaki dans le rythme, dans ce côté... Et puis le dessin type ligne claire avec le personnage qui est très simple et très... Ouais, voilà. Et le fait d'avoir une personnage principale féminin qui va trouver un acolyte masculin pour partir à l'aventure et se faire poursuivre par des gens. Enfin, au final, j'ai eu l'impression de regarder Château dans le ciel. Bah oui, surtout qu'en plus, tu retrouves aussi cet échappatoire par les dirigeables. Miyazaki met toujours un passage en avion ou en objet volant. Donc, c'est pas pour faire un film entier dessus, parce qu'il en a quand même fait 2 là-dessus. Au moins, oui. Des films entiers sur les avions. Ouais, même 3 si on compte Kiki, quasiment. Mais, voire plus, oui, parce que pour moi, il y avait... Porco Rosso, il y a le vent se lève, donc ça fait Ouais. 2 sur les avions. Genre. Et Ouais, après, mais c'était pas...
Nausicaa ou Nausicaa, oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de vaisseaux. Enfin, oui, ça parle aussi beaucoup de ça, ouais, t'as raison. Mais en effet, c'est vrai que ça fait partie de ces tu sens l'influence. Quoi. Non, c'est Château dans le ciel, pas Nausicaa. Château dans le ciel, c'est vrai qu'en effet aussi. Ouais. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment eu l'impression de revoir Château dans le ciel dans beaucoup de choses. Enfin, une inspiration énorme, quoi. En plus, avec ce côté, justement, Château dans le ciel, il exploite plus ce côté ville minière un peu européenne. Et là, pour le coup, c'est plus le Paris de la grande époque jules vernienne. Un peu. Il y a aussi cet héritage de Jules Verne qui rentre. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Un mélange, Jules Verne, Hugo en fait. Oui, voilà, le exactement. Côté misérable, un peu crasseux par moment de ces villes. Mais comme je disais, c'est pas parce qu'il y a tout ça que le film m'a plus marqué que ça et m'a donné envie de le revoir, par exemple, ou de le garder en mémoire. Donc, vous verrez au niveau des notes, ça reflète pas. Malheureusement, il y a des fois où tu peux pas. Autant un univers peut être foisonnant et divertissant et t'as envie de t'y plonger, mais autant si les personnages et le parcours c'est ça, hein, ça reste des personnages qui te font rentrer dans un film souvent quand même. Ouais, mais moi j'ai complètement accroché et après effectivement, on va pas en parler ici, mais le final, entre guillemets, délocalisé, qui quitte Paris, est super intéressant, relativement explosif et très très bien foutu. Ouais, bien amené, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est planté au début, qui a des... on sent qu'effectivement, comme il y a une BD à la base, il y a une écriture un peu rigoureuse derrière et... franchement, c'est très très bien foutu. Moi, j'ai vraiment pris énormément de plaisir et... comme je l'ai vu à l'époque où j'étais en Angleterre, je l'ai recommandé à tous mes amis anglais et qu'on vraiment adoré quand même. Ouais, écoute, je sais que par exemple Durandal l'avait mis numéro 1 de son top l'année où il est sorti. Donc ça fait partie de ces films qui ont quand même pas mal de gens qui les défendent pas mal. On va lui donner une note. Allez, petite note, vas-y, écris. Hein, Alors, moi je lui mets 13. 17. Voilà, ça nous fait une moyenne de 15 sur 20. Pour Avril et le monde truqué. Moi, je suis un peu sévère. Il faudrait peut-être que je le revoie. Peut-être le revoir. Allez, je vais le revoir avant la fin de l'année. Attends quelques années, tu le reverras avec ta fille. Exactement, t'as raison. Ce sera mieux. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai que ce sera parfait pour en faire découvrir à une nouvelle génération. Et puis un cinéma un peu plus exigeant, un peu plus construit que... Que l'âne trop, oui. Oui, non mais voilà. Non, même que les films d'animation américains qui sont un peu faits à l'appel et qui franchement donnent pas du tout envie d'être... Voir la truelle. Ouais, non mais c'est vrai, moi quand je vois genre des trucs genre Transylvania 3 ou genre de trucs, jamais j'ai envie de montrer ça à un enfant. Et c'est pas ce qu'il y a de pire, hein, mais... C'est pas ce qu'il y a de pire. Je pense c'est quand même dans Transylvania, j'en ai vu un ou deux là, c'est quand même dur. Hein. C'est pas pire que les derniers Lego Batman ou Lego Movie, hein, mais... toi t'es pas un Lego t'adhères pas toi? Moi j'aime pas du tout, hein. Enfin je suis pas un grand fan, mais les gens mais Lego c'est quasiment un film d'animation pour genre pour adultes un peu, ils te le vendent un peu comme un truc on diverge vers pour ados attardés quoi. Allez, voilà, vous aurez des commentaires. comment finir la vidéo pour attirer plein de commentaires négatifs, merci. Je vais me délecter. Moi, je n'aime pas Lego non plus, hein, mais bon, apparemment, j'ai pas compris. Tu vois, quand tu dis que t'aimes pas Lego, on dit non, mais t'as pas compris en fait. T'as pas compris, c'est hyper méta. Oui, mais je m'en fous. Ça m'a pas plu. Mais ouais. Bon, bref, écoutez, on est arrivé au bout de cette liste. On a eu des belles notes, hein. On a eu 2-8, parce que j'ai saqué quoi comme film? J'ai saqué toi, il y a Camping que t'as saqué. Toi, moi, j'ai saqué. C'est Death Proof que j'ai saqué, ouais. Et on a eu la pire note, à mon avis, de l'émission qui est avec Dragon Ball Evolution, un 0,5. C'est vrai que je pense que ce sera impossible d'avoir en dessous. Enfin, ouais. Franchement. Le problème, en fait, c'est que le film est même pas aimable, en fait. Il y a même pas. On peut même pas le regarder en se disant c'est un nanar, on va quand même rigoler un bon coup. Quand on se mate un film comme Street Fighter. Ah non, mais rien à voir. Street Fighter, au moins, on est devant, on rigole entre potes et puis. Non, mais en plus, il y a une vraie fidélité. Il y a une fidélité bête avec le jeu, mais il y a une fidélité. Enfin, je veux dire, c'est bête, c'est débile, mais c'est ça qui est bon. C'est que ça essaye de faire un truc inadaptable et ça essaye quand même. Là, il y avait tout pour faire un truc cool et non. Donc voilà, bon bref, on va pas revenir sur Dragon Ball Evolution. Bon, écoute, c'était une liste intéressante, je trouve qu'on a bien voyagé, mine de rien. Merci pour ton conseil sur le Japon, où je vais aller m'acheter ce Blu-ray de Goutte à Goutte. Souvenir au goutte à goutte. Souvenir au goutte à goutte. Omoide poro poro. Omoide poro poro. Merci énormément d'avoir participé à cette émission, avec Guillaume. Plaisir. Voilà, ça me faisait très plaisir de t'inviter et de participer de te faire participer à ces 10 films en vrac. Cette émission, elle est quand même vraiment bien quand on peut partager aussi ses connaissances cinéma, discuter de cinéma.
le but, ça va être d'avoir différents invités qui vont aussi venir égayer cette émission pour que je ne sois pas toujours tout seul à parler de ma vision étriquée du cinéma. Non, puis ce qui est marrant, c'est que même en tirant au hasard, on avait des films qui se répondaient un peu sur des thématiques un peu similaires. Donc c'est... Bah ça, au final, souvent en fait, il y a souvent une espèce de ligne un peu qui s'en dégage. Bon là, pas forcément cohérente sur l'ensemble du truc, mais il y a quand même souvent une espèce de ligne qui se crée et j'arrive toujours à recentrer l'épisode sur un truc, tu vois. Parce que de toute façon, il suffit que tu aies 3 films qui parlent un peu d'un sujet similaire et tu arrives à en dégager une thématique globale, quoi. Mais je sais pas comment cet épisode va s'appeler. Écoute, ce sera au montage que ça va se décider. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir participé. Avec plaisir. Vous pouvez évidemment aller checker l'Instagram de Guillaume parce que Guillaume fait des très belles photos. Là, t'en as pris une de Martin Scorsese à Lyon qui franchement est très très belle. Très content de mon coup sur ce coup-là. Ouais, elle est belle, ouais. Franchement, sur un fond noir où il y a juste sa tête et son costard qui se fond dans le fond, là. Franchement, c'est vraiment une belle photo. Je pense que tu pourrais te la faire acheter là, par des fans de Scorsese. Bah voilà. Moi, n'hésitez pas aussi à aller sur mon Instagram. C'est encore la critique masquée. Il faudra que je pense à le changer un de ces 4. Mais pour le moment, il fait doublon avec un autre compte. Ouais, il fait doublon avec un autre compte. Non, mais faudra que je le change, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Je vais finir par en faire un podcast, mais pour le moment, bah, je reste comme ça parce que j'ai toujours pas bien compris comment bien faire un podcast. Mais vous inquiétez pas, je finirai par y arriver. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. D'ici là, kiffez votre life et à la prochaine. Bonne toile!